Nous accueillons pour notre deuxième audition de l'après-midi M. Jean-Marc Jancovici. Alors, vous êtes expert des sujets d'énergie et climat. Pendant que vous vous installez, j'en profite pour vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes associé fondateur du cabinet Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique. Là, on n'a pas d'administrateur qui va traduire votre câble VGA. J'espère. Il va revenir. Voilà. Donc, je disais, vous êtes associé fondateur du cabinet Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Vous êtes également président fondateur du groupe de réflexion The Shift Project, qui réfléchit aux conséquences du changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles. Vous enseignez à Mines ParisTech. Notre commission d'enquête a notamment pour objet l'impact environnemental des énergies renouvelables. De ce point de vue, une interrogation générale peut porter sur le point de savoir, entre les différents types d'énergie renouvelables, quelle énergie il serait le plus pertinent de privilégier si l'on retient la décarbonation comme premier objectif de la transition énergétique. La réponse sera-t-elle la même si l'on donne à la transition énergétique un objectif de réduction, parfois de suppression du recours à l'énergie nucléaire? Dans cette hypothèse, le gaz ne deviendrait-il pas de fait l'énergie de la transition énergétique? Que penser de la politique actuelle menée depuis 10 ans, largement fondée sur les énergies électriques, éoliennes et photovoltaïques? Faut-il changer de braquet? Faut-il qu'il y ait un shift également dans la transition énergétique à la française? Alors, Monsieur Jancovici, on va vous écouter pour un exposé liminaire de 15 minutes. Je sens que vous aviez adjoint à cet exposé préliminaire un très joli PowerPoint. Monsieur l'administrateur... Ah, vous avez demandé la technique. C'est dommage d'avoir une salle aussi moderne. Et... Est-ce que vous devez brancher sur... Ah, forcément. Là, il y a effectivement des... À quoi ça ressemble votre... Ah, ça ressemble à quelque chose d'extrêmement standard. Ça ressemble à... Captation avec projection. Ah oui. Avec projection. J'ai l'impression que là, il y a des... Bonjour. Ah ben voilà. La technique. Nous étions perdus sans vous. C'est pour monsieur. Administrativement, ce sera plus simple. Ouais. C'est-à-dire que c'est dommage d'avoir une si belle salle. Et alors, est-ce que Voilà. Et avant de commencer votre présentation, s'agissant d'une... Pardon ? Oui, s'agissant d'une commission d'enquête, je vais vous demander, je vois que vous êtes un habitué des commissions d'enquête. Très bien. Eh bien, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, veuillez lever la main droite. Allumez le micro pour qu'on puisse vous enregistrer et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur Jancovici. Donc, la parole est à vous pour 15 minutes. Nous, alors, excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il y a un endroit où on peut regarder? C'est forcément ici? Je peux vous les mettre dans vos écrans? Oui, ce serait alors, parfait. Au prix d'un torticolis, vous l'avez maintenant derrière vous. Magnifique, on a tout. Donc on vous écoute, il est 16h30, vous avez jusqu'à 16h45. Très bien. Alors je vais planter un peu le décor sur la question initiale, enfin sur la première partie de la question qui est si on souhaite décarboner l'économie,
ou plus exactement si on souhaite décarboner l'énergie. Donc je vais vous planter un tout petit peu le décor sur la façon dont se présente le paysage énergétique en France. Vous avez ici un premier diagramme, très joli kaléidoscope, qui représente en France ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale. Alors la consommation d'énergie finale, peut-être que tous les gens dans cette salle le savent, mais si jamais c'est filmé, pour ceux qui regarderont, ils ne le savent peut-être pas, c'est l'énergie qui est payée par un consommateur final et qui alimente une machine. C'est ça l'énergie finale. Donc c'est une énergie qui passe le compteur d'un particulier, d'une industrie, d'une administration, d'une association, et qui alimente une machine. Si cette machine se trouve dans le secteur industriel, c'est dans la colonne industrie. Si cette machine se sert à transporter, c'est dans la colonne transport. Si cette machine est dans un bâtiment de travail ou personnel, c'est dans le tertiaire ou résidentiel. Et si la machine est dans les champs, ça s'appelle agriculture. Et l'échelle est graduée en milliards de kilowattheures, c'est-à-dire en térawattheures. Et maintenant, je vais cercler ce qui, dans notre pays, et de l'énergie qui alimente une machine dont la source primaire, c'est-à-dire celle prélevée dans l'environnement, est issue des combustibles fossiles. Voilà, ça donne tout ça. Ce qu'on voit, c'est que le nucléaire, qui doit mobiliser 95% de l'espace médiatique sur la question, représente une fraction assez minoritaire de cette énergie finale. Donc c'est, comme le disent souvent une partie des gens, 95% du débat pour pas du tout 95% de la situation de départ. Alors, comme je suis un peu taquin, je l'ai mis en vert clair, le nucléaire, et j'ai mis les autres énergies renouvelables, enfin les autres énergies bas carbone, pardon, dont les renouvelables, dans les autres compartiments qui sont au-dessus. Mais voilà, mais pour poser le paysage de départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'essentiel de l'énergie qui alimente une machine en France, l'essentiel des vecteurs qui alimentent des machines, sont issus des énergies fossiles, comme dans les autres pays de l'OCDE. La grosse différence que nous avons, c'est que notre électricité est largement décarbonée, mais notre énergie finale est à peu près aussi carbonée, pas beaucoup moins décarbonée que celle d'ailleurs. La deuxième chose que je vais vous montrer est pour moi quelque chose qui explique pourquoi est-ce qu'une large partie de l'argent, parce que ça vous le savez déjà à ce stade de la commission, va dans des modes qui ne décarbonent pas le mix français, alors même qu'on parle de transition qui concerne le changement climatique. Et c'est en lien, à mon avis, avec ce que je vous présente maintenant, qui est que quand on demande aux Français si le nucléaire contribue un peu ou beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre, vous avez à peu près 80% de la population qui vous répondent oui. Donc 80% des Français pensent que de casser un noyau d'uranium en deux, c'est équivalent à oxyder un atome de carbone. Alors évidemment, on peut considérer que c'est une faillite médiatique, pas complètement en désaccord avec cette idée. On peut, enfin voilà, mais en tout cas, il faut savoir que c'est une source de confusion importante, parce que du coup, ça peut expliquer que pour beaucoup de gens, si on lutte contre le changement climatique, il est logique de faire baisser le nucléaire, parce qu'à partir du moment où on fait baisser le nucléaire, s'il contribue au changement climatique, bah, c'est une bonne chose pour le climat. Donc il y a une situation de départ, donc 80% de vos électeurs pensent ça. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir bien présent en tête. Ça a tendance à augmenter et c'est malheureusement plutôt plus développé chez la fraction de la population qui, par ailleurs, est plutôt plus sensible aux questions d'environnement, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Ensuite, c'est un fait statistique. À ce stade, c'est un fait statistique. Voilà. Ensuite, ce que je montre ici, c'est la part du mix énergétique, pardon, donc pas électrique, mais énergétique, qui est constituée d'énergie sans carbone. Alors là, par contre, je raisonne en énergie primaire, donc l'énergie qu'on prélève dans l'environnement, dans les, je sais pas, 50 ou 60 premiers pays consommateurs. Non, pardon, ce sont les pays qui ont le 50 ou 60 mix les plus décarbonés de la planète. Alors, ce que vous voyez, c'est que celui qui arrive en tête est un pays qui est marginal par sa population. Hein. J'aime beaucoup les Islandais, mais enfin, ils sont 300 000. Ensuite, vous avez des pays qui sont très richement dotés en montagne, la Norvège, la Suède et la Suisse. Et en fait, la France est le premier des pays un peu plats, parce que les montagnes n'occupent quand même pas l'essentiel du relief, et le premier des pays du G20 en termes de décarbonation de son mix actuel. Dit autrement, si on n'avait pas le nucléaire, ben, vous voyez, on aurait la petite part verte et la petite part bleue. Et toute la grosse part orange, c'est-à-dire le nucléaire, ne contribuerait pas à la décarbonation du mix. Et donc, en ayant mis, comme les Allemands, des centaines de milliards éventuellement dans les éoliennes, on serait péniblement au niveau des Allemands, ou au niveau des Belges, ou au niveau, etc., c'est-à-dire dans des pays qui sont plats, et donc il n'y a pas la possibilité d'avoir énormément de montagnes pour alimenter des barrages. Ce qu'on voit également, c'est que si on regarde la part du décarboné dans le mix, c'est un peu discutable de considérer que la France est en retard sur l'Allemagne. Dernières années.
Alors vous voyez plusieurs choses, et ces émissions ont tendance à baisser, ce qui, soit dit en passant, à faire la part des choses entre des évolutions qui ne doivent strictement rien à des décisions de nature politique et des décisions qui doivent à l'intelligence de la législation du pays. Et c'est pas si simple que ça de faire la part des choses. Ce que vous voyez également sur ce diagramme, c'est que l'essentiel des émissions de CO2 en France viennent du pétrole, puis du gaz, puis du charbon. Donc si on a envie de s'attaquer à la question climat, dans le secteur énergétique, dans l'énergie qu'on utilise, nos problèmes s'appellent numéro 1, le pétrole, numéro 2, le gaz, et numéro 3, le charbon. Il ne s'appelle pas, il n'apparaît pas sur ce diagramme, le nucléaire, et il ne s'appelle pas l'hydroélectricité, si on raisonne simplement d'un point de vue climat. Donc on va s'intéresser au pétrole, au gaz et au charbon. Le pétrole, où va-t-il ? Eh bien, là, c'est pareil, vous avez une série longue sur là où va le pétrole utilisé en France. Alors, ne faites pas attention à cette discontinuité gris-jaune là, que vous avez entre résidentiel et tertiaire à cet endroit-là. À mon avis, c'est un artefact statistique, c'est-à-dire qu'une partie de la consommation a dû basculer brutalement d'une catégorie dans l'autre sans qu'on sache trop pourquoi. Prenez la somme des deux qui représentent les bâtiments, c'est beaucoup plus intéressant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au moment des chocs pétroliers, on avait beaucoup de pétrole dans les bâtiments, c'était le chauffage au fioul. Une large partie a disparu où il a été remplacé par du gaz et de l'électricité. On avait du pétrole dans les transports, c'est un segment qui a énormément augmenté. Enfin, on avait du pétrole dans l'industrie. Le pétrole dans l'industrie allait notamment dans les usages chaleur, où là aussi, il a pour beaucoup été remplacé par du gaz, voire du charbon, ou des combustibles. Alors, l'agriculture aujourd'hui consomme à peu près la même quantité que le tertiaire. Pas que le résidentiel, hein, que le tertiaire. En gris, c'est le tertiaire. Donc, bâtiment, c'est résidentiel et tertiaire. Hein, donc, tertiaire, c'est les locaux professionnels. Résidentiel, c'est les logements. Donc, oui, l'agriculture n'est pas complètement dépétralisée. Et en fait, l'agriculture a également une énorme dépendance aval au pétrole. Parce qu'en France, vous avez entre le tiers et la moitié des camions qui transportent des choses qui se mangent. Donc, vous avez une dépendance, pardon. Pas fini ma sieste, une dépendance de l'alimentation des villes au pétrole qui est absolument massive. Si demain matin je supprime le pétrole, overnight, les 2 tiers des Parisiens meurent de faim. Plus de camions, plus d'alimentation des villes. Donc vous avez une dépendance aujourd'hui du pays au pétrole, notamment pour la survie à court terme, c'est-à-dire manger, qui est très très significative, comme dans tous les pays urbanisés de l'OCDE. Donc ça veut dire que si on s'intéresse au CO2, on s'intéresse d'abord au pétrole, et si on s'intéresse d'abord au pétrole, on s'intéresse d'abord au transport. C'est ça que je suis en train de dire avec ces graphiques. Après, la question est de savoir où va... Alors, vous constatez également que la quantité de pétrole qu'on utilise en France a commencé à diminuer depuis le début des années 2000. Alors, on y reviendra peut-être s'il y a des questions. Pour moi, ça ne doit strictement rien à la politique climat de la France. Rien. Et ça doit tout au fait que la mer du Nord a passé son pic de production en 2000, que le monde a passé son pic de production sur le conventionnel en 2008, et que donc la capacité de la France à importer plus de pétrole, quand bien même elle le voudrait, est extrêmement limitée. Donc même si on se fiche du climat, de toute façon, l'avenir du pays va s'écrire avec de moins en moins de pétrole en tendance. On a été un peu réalimenté ces dernières années par le boom du shale oil aux États-Unis, mais ça ne va pas durer éternellement. Et ça serait aussi un sujet intéressant ou à voir, je ne sais pas si c'est une commission d'enquête ou une mission d'information, mais pour savoir si on a les idées claires dans ce pays sur l'approvisionnement pétrolier futur, je pense que ça vaudrait le coup, parce que mon pari sur la réponse, c'est que c'est non à peu près partout. Après, nous utilisons donc du gaz. Alors le gaz, où est-ce qu'il va ? Il va d'abord dans les bâtiments. Un gros 50% du gaz qu'on utilise en France va dans le chauffage. Après, vous avez un gros tiers, on va dire, qui va dans l'industrie, et vous avez 10-15% qui va dans les usages chaleur et électricité, dont à peu près la moitié pour l'électricité. Donc, si on veut s'intéresser, donc si on veut s'intéresser au gaz et au pétrole en France, on s'intéresse au transport et au bâtiment. Enfin, nous utilisons du charbon. Alors, excusez-moi, je n'ai pas précisé les ordonnées là-dessus. Les ordonnées, c'est des millions de tonnes équivalent pétrole. La consommation primaire en France est de 240 avec cette unité. Et de mémoire, la finale est aux alentours de 150, 160.
Voilà, donc là, vous avez une idée, ça fait 80 sur 240, là, ça fait 40 sur 240, et là, vous avez 10 sur 240, donc vous voyez, le charbon, ce n'est pas une grosse source d'énergie primaire. Alors, où va le charbon? Il va dans la sidérurgie, et il va dans l'électricité et un peu dans l'industrie. Mais en gros, c'est moitié sidérurgie, petite moitié électricité. Donc si on s'intéresse au charbon, le grand paradoxe, c'est qu'avant de s'intéresser aux centrales à charbon, il faut s'intéresser aux fourneaux. Donc si nous sommes dans l'est de la France, il y a une question à se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux fermer Florange ou est-ce qu'il vaut mieux fermer Fessenheim? Voilà, tant qu'à mettre des gens sur le carreau, on peut se poser la question de savoir quelle est la bonne chose à fermer. Alors nous avons maintenant des énergies renouvelables en France, donc toujours avec l'unité du million de tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire 240 pour l'ensemble de la consommation française. Vous avez ici les énergies renouvelables que nous utilisons en France. Alors ce que vous voyez, c'est que les deux premières en France, comme dans le monde, sont le bois et l'hydroélectricité. Donc on a une hiérarchie qui est très exactement semblable à celle que vous avez dans le monde dans son ensemble. Et puis ensuite, on a tout un tas de trucs qui sont parfois rapidement croissants, mais qui représentent encore aujourd'hui des choses qui sont en valeur absolue raisonnablement marginales. Dans les choses les moins marginales de l'ensemble, on va dire, on a ici le biodiesel. Alors le biodiesel est une énergie qui est partiellement renouvelable, puisque vous retrouvez dans la production de biodiesel des intrants fossiles. Il y a de l'énergie de traction des tracteurs, vous avez le gaz qui sert à la fabrication des engrais azotés pour la fertilisation, etc. Donc vous retrouvez ça. Donc il faut faire un bilan net. Et si vous avez en plus un changement d'affectation des terres, c'est-à-dire qu'on a déforesté pour mettre les cultures qui vont permettre d'avoir un approvisionnement énergétique, alors le bilan carbone de l'ensemble est pire que si on utilisait du pétrole. Donc on a une équation sur les carburants d'origine agricole qui est très très dépendante de est-ce qu'on a valorisé des terres qui servaient à rien par ailleurs, ou est-ce qu'on a dû prendre sur la forêt, directement ou indirectement, parce que si on prend sur les cultures alimentaires, après les cultures alimentaires elles-mêmes peuvent prendre sur la forêt, hein, directement ou indirectement, est-ce qu'on a dû prendre sur des écosystèmes? Si la réponse... Oui, oui, c'est des biocarburants de première génération, mais même en France, on peut se poser la question. Bon. Qu'est-ce qu'on aurait fait de la Terre si on n'avait pas fait ça? On peut vraiment se poser la question. On aurait pu développer des puits de carbone, on aurait pu... Enfin voilà, donc ce n'est pas une question qui est complètement idiote, même pour les biocarburants de première génération. On voit également en haut donc l'éolien bien connu, et en bas un truc qui est beaucoup moins connu, qui sont les pompes à chaleur. Alors les pompes à chaleur, on compte comme part renouvelable dans les pompes à chaleur la chaleur transférée du sol ou de l'air dans le logement. Une pompe à chaleur, hein, c'est un frigo inversé. Donc un frigo, vous connaissez le principe, ça refroidit l'intérieur du frigo et corrélativement ça réchauffe la cuisine. Derrière le frigo il fait chaud. Une pompe à chaleur, c'est un frigo dont la partie froide est branchée sur l'extérieur. Donc on refroidit l'extérieur et on réchauffe l'intérieur. Voilà, et ça s'appelle pompe à chaleur parce que comme un frigo, c'est un système de transfert de calories de part et d'autre d'une paroi avec un rendement, parce que la thermodynamique permet ça. Quand on transfère des calories, on peut utiliser moins d'énergie pour transférer les calories que l'énergie qu'il y a dans les calories transférées. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que ça s'appelle une pompe. Et il y a même une directive européenne qui dit que la façon de compter la part renouvelable des pompes à chaleur, c'est la chaleur transférée moins l'électricité utilisée pour le transfert. C'est ça la façon de les compter. Donc là, ce que vous avez, c'est la part renouvelable, c'est-à-dire la chaleur transférée moins l'électricité utilisée pour le transfert. Donc les pompes à chaleur sont dans les ENR, hein, c'est un truc intéressant à savoir. Et ici, vous avez donc l'éolien et le solaire. Et vous avez ce que vous savez aussi à ce stade. Donc vous voyez retrouver ici le solaire. Vous voyez qu'il est, même dans l'ensemble des ENR en France, raisonnablement marginal. Et ça ne l'empêche pas quand même aujourd'hui de capter quasiment la moitié du soutien, c'est-à-dire des impôts des gens qui nous écoutent, pour le développement de cette forme d'énergie renouvelable. Donc effectivement, on peut légitimement se poser la question de savoir si c'est là qu'on doit mettre notre argent en premier, si le but du jeu, c'est de décarboner. C'est plus que l'éolien, hein, oui, oui. En soutien public. En soutien public, c'est plus que l'éolien. C'est le cas également en Allemagne. Hein. Ça leur a coûté plus cher que l'éolien. Alors, il y a quelques effets de bord qui sont liés à l'introduction de l'éolien et du solaire que je voulais vous présenter. Vous vous rappelez de cette vieille blague de notre jeunesse qui est « ça dépend du sens du vent ». Eh bien, en l'occurrence, le prix de marché de l'électricité maintenant dépend vraiment du sens du vent, ou plus exactement de son intensité.
Ici, vous avez une régression que j'ai faite sur l'année 2016 avec des données qui sont dans l'espace public, compilées par un ingénieur danois qui travaillait justement dans l'intégration de l'éolien dans le réseau, qui met à disposition des séries longues. Et donc là, vous avez au pas horaire pour l'Allemagne un graphique qui est fait de la manière suivante. Chaque point sur le graphique vous donne en abscisse la production éolienne pour l'heure considérée, donc c'est 1 point par heure, hein, 8760 heures sur l'année, 1 point par heure, et en ordonnée le prix de marché de l'électricité en Allemagne au même moment. Et ce que vous montre ce graphique sans aucune, sans aucune erreur d'interprétation possible, c'est que plus la production éolienne horaire est élevée, et plus le prix de marché au même moment est faible. Ça se voit très très bien. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on voit apparaître des prix négatifs au bout d'un certain temps. Dit autrement, vous avez actuellement à peu près 50 gigawatts de puissance installée d'éolien en Allemagne. Donc quand ça commence à dépasser 20% de la capacité installée, dit autrement, quand le facteur de charge dépasse 20%, vous voyez apparaître des prix négatifs. Alors, ils ne sont pas très négatifs, là, au début, etc. Mais enfin, ils peuvent atteindre, là, vous voyez, ça atteint moins 120, il y a une heure où ça atteint moins 130 euros. Alors, c'est quoi un prix négatif? Ça veut dire que ça vaut moins cher pour le système de vous payer pour prendre de l'électricité dont vous n'avez pas besoin. On paye le consommateur, plutôt que de débrancher et de rebrancher le système. C'est ça que ça veut dire. Les 20%, c'est 20% de la puissance installée. C'est-à-dire que si on a 20% de production éolienne en capacité installée ou ça veut dire que si vous avez 50 gigawatts de capacité installée, si la puissance effective du parc à ce moment-là dépasse les 10 gigawatts, on commence à avoir en effet de bord des prix négatifs qui apparaissent. C'est un effet, alors je ne vous ai pas assommé puisque j'avais que 15 minutes pour cet exposé liminaire, mais si je fais des régressions puissance éolienne horaire versus prix de marché dans les autres pays qui ont de l'éolien, j'arrive exactement au même résultat. C'est pareil en Espagne, c'est pareil, etc. Alors cette affaire-là est intéressante parce que ça veut dire que quand il y a beaucoup de vent et donc beaucoup de production éolienne, à ce moment-là, les prix de marché sont bas et donc les producteurs ne vont pas pouvoir vendre au prix de marché quand il y aura du vent pour bien gagner leur vie, puisqu'à ce moment-là, le prix de marché est bas. C'est un effet qui a été mis en évidence par 2 économistes récents de Mines Paritech, dans un papier qu'ils ont publié, Finon et je ne me rappelle plus de son comparse, où ils faisaient remarquer que c'était un effet qui n'était pas pris en compte dans les modèles 100% ENR, qui était qu'on ne pouvait pas assumer que les producteurs éoliens vendaient en permanence leur électricité au prix moyen du marché, parce que ce que vous dit ce graphique, c'est que quand il y a beaucoup de vent, ils vendront en fait leur électricité en dessous du prix moyen du marché. Enfin, si le marché s'effondre quand il y a beaucoup de vent, ça veut dire que la moyenne du prix de marché sur l'année n'est pas la moyenne du prix de marché quand il y a du vent. La moyenne du prix de marché quand il y a du vent est plus basse. Et donc vous ne pouvez pas supposer que ces gens-là doivent vendre au prix de marché moyen sur l'année. Il faut, pour que le système marche bien, qu'ils vendent au prix moyen de marché quand il y a du vent, qui est plus bas. Et donc, si le prix de revient d'un mégawattheure éolien en Allemagne est de même 40 ou 50 euros, eh bien, vous voyez que 50 euros, c'est un prix de marché qui, dès que vous dépassez les 15 gigawatts de puissance injectée, dès que vous êtes au-delà de ce 15 000, là, bah, vous voyez que vous n'avez plus jamais un prix qui dépasse 50. Donc, si le prix de revient du mégawattheure éolien est 50 euros, ça veut dire que pour toute cette partie-là, les producteurs perdent de l'argent. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, ce n'est pas du tout sûr que si on a un prix de marché et un marché organisé tel qu'il est aujourd'hui, on puisse se passer des subventions, même quand l'éolien sera très significatif dans le parc installé. Et en fait, plus il est significatif dans le parc installé, plus vous aurez cet effet de yo-yo avec un prix de marché qui déprime quand il y a du vent. Vous voulez que je leur dise autrement ou c'est clair? Non. Ça veut dire en gros que ce n'est pas du tout sûr qu'on puisse arrêter les subventions quand il y aura beaucoup d'éolien. Il n'y a pas de foisonnement. Alors je vais y venir après. Donc là, vous avez, enfin, ou plus exactement, il n'y en a pas suffisamment. Pour qu'on soit clair, dit autrement, ça veut dire que plus on fait de l'éolien, plus on a besoin de subventions. Plus vous aurez un nombre important d'épisodes où vous aurez beaucoup d'électricité et plus que le marché ne peut en absorber, et à ce moment, les prix sont bas. Et ça veut dire que le prix de revient qui nous est donné en disant on sort à l'appel d'offres à 60 euros du mégawattheure, c'est un prix moyen, c'est le prix moyen de rentabilité, mais ce n'est pas un prix qui correspond à la période où il y a du vent. Du vent, absolument.
D'accord. Voilà. Et d'autre part, il faut bien comprendre que en fait, cet effet-là est lié au fait que les producteurs, on ne leur demande pas de rendre leur kilowattheure pilotable. Dit autrement, on leur dit, bah, vous me donnez le kilowattheure quand le vent souffle, et puis quand il n'y a pas de vent, vous me le... Alors que les centrales classiques, on leur dit, vous me donnez le kilowattheure quand moi j'ai besoin d'allumer la lumière. Pardon? Oui, mais sauf qu'il n'est pas à la charge des producteurs. Donc en fait, la bonne manière, alors ça c'est un truc absolument capital, la bonne manière économique de comparer des sources pilotables et des sources non pilotables, vous n'avez que l'une des deux options suivantes. Ou bien vous dites, pour le moment, le réseau s'est développé avec des sources pilotables et le train de 8 heures part à 8 heures, il ne part pas quand il y a du vent. Et la commission se réunit à 16h15, elle ne se réunit pas quand il y a du vent. Et vos enfants font leurs devoirs le soir en hiver quand ils ont leurs devoirs à faire et pas quand il y a du vent. Et votre frigo fonctionne au mois d'août quand il doit fonctionner et pas quand il y a du vent. Et vous faites votre lessive le week-end parce que en semaine vous êtes en train de bosser et pas quand il y a du vent. Bon. Alors si c'est comme ça que c'est construit le système électrique. Alors il y a un peu d'effacement possible, mais pas tant que ça. Puis en plus une partie c'est pas du vrai effacement parce que c'est juste des gens qui mettent des groupes électrogènes en route. Bon. Donc notamment chez les industriels, une partie de l'effacement c'est ça. Donc si vous remplacez une source pilotable par de l'éolien ou du solaire, si vous voulez garder la même organisation du système, avec pas plus de coûts à la charge des gens qui consomment l'électricité ou qui font fonctionner le réseau, c'est-à-dire vous ne demandez pas aux consommateurs d'investir dans des batteries et vous ne demandez pas au réseau d'investir dans des moyens de stockage, ça veut dire que les gens qui fournissent de l'électricité non pilotable, ou bien vous leur dites, vous me rajoutez les moyens de stockage qui rerend l'électricité pilotable, donc c'est à votre charge de rajouter des batteries, de l'hydrogène, je m'en fous, faites exactement ce que vous voulez, mais moi je veux le kilowattheure quand j'en ai besoin, pas quand il y a du vent. Et à ce moment, avec le stockage, il est évident que vous ne sortez pas à 60 € le mégawattheure. Vous pouvez multiplier par 3 à 6 en ordre de grandeur. Hein. Ou alors, vous dites, bon, bah, très bien, je garde mes capacités pilotables en backup. Et en fait, vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Donc moi, mon pari, c'est que si on développe l'éolien et le solaire en France, on ne baissera pas la puissance nucléaire de manière significative. On baissera son facteur de charge, mais pas la puissance installée. Je vais vous le montrer après. Et à ce moment, vous devez comparer le coût complet de l'éolien et du solaire au coût du combustible évité dans le moyen pilotable dont vous ne vous servez pas quand il y a du vent ou du soleil. Vous allez répéter ça très lentement, M. Jancovici. Donc on garde... En gros, vous gardez le moyen pilotable, parce que vous en avez besoin pour que le train de 8 heures parte à 8 heures le jour où il n'y a pas de vent et pas de soleil, et ça arrive de temps en temps. Et à ce moment, ce moyen pilotable, quand il y a du vent et du soleil, ce que vous faites, c'est que vous ne vous en servez pas. Donc vous allez économiser la part variable de production. Alors dans une centrale à gaz, la part variable de production, c'est 60% du coût du kilowattheure. Hein, vous êtes en gros à entre 50 et 60 € du mégawattheure en gaz dans un mégawattheure produit au gaz. Il faut acheter le gaz entre 50 et 60 €. 40 et 60, allez, on va dire. Dans une centrale à charbon, c'est beaucoup plus bas. Dans une centrale nucléaire, ça tangente le zéro. C'est-à-dire que quand vous vous en servez pas, le combustible que vous économisez dans une centrale nucléaire, c'est de l'ordre de l'euro le mégawattheure. Vous allez à peu près rien économiser. Vos arrêts de tranche, ça ne va pas changer la programmation, ça va, parce que c'est programmé pour d'autres raisons, etc. Vous allez enfourner un tout petit peu moins d'uranium éventuellement au début, mais ça ne va pas jouer sur grand-chose. Donc si vous dites, je prends le vent et le soleil quand il y a du vent et du soleil, et à ce moment j'arrête mes centrales nucléaires, pour que ça devienne compétitif, le vent et le soleil, il faut à ce moment que ça descende en dessous de quelques euros le mégawattheure. En France. Là où vous avez que du gaz, non, c'est compétitif à 50. Là où vous avez du charbon, c'est compétitif à 20. Là où vous avez du nucléaire ou des barrages, c'est compétitif à 0+, on va dire. C'est-à-dire jamais. Et quand la presse n'arrête pas de répéter le coût de l'éolien est inférieur au coût du nouveau nucléaire, elle compare des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'elle compare une source pilotable et une source non pilotable, et dans un réseau où par définition l'électricité c'est un électron en mouvement, donc en tant que tel ça ne se stocke pas, hein. C'est instockable en tant que tel, sauf dans les supraconducteurs, mais sinon il faut le transformer en autre chose pour stocker de l'électricité. Il faut le transformer en eau remontée en altitude, dans les barrages réversibles, en composés chimiques, dans une batterie, etc. Mais en tant que tel ça ne se stocke pas l'électricité. Donc dans un réseau, à tout instant, la production et la consommation s'équilibrent. Et à tout instant, la fréquence est stable. C'est ça le but du jeu. Bon. Si vous avez des modes de production qui ne sont pas pilotables,
vous ne pouvez les comparer que à du combustible économisé en ayant gardé les moyens pilotables. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et donc, vous ne pouvez regarder que la part variable qui est économisée. Et c'est la raison pour laquelle, soit dit en passant, quand vous rajoutez à un système à coût fixe, qui est le nucléaire, que vous allez devoir garder, un autre système à coût fixe, qui est l'éolien et le solaire, à l'arrivée, la facture globale augmente. Et elle augmente à mesure de la quantité d'éolien et de solaire que vous allez rajouter dans le système. Parce qu'il n'y aura pas substitution, il y aura superposition. Je vais vous le montrer juste après. Donc quand on parle de complémentarité... Ce n'est pas une complémentarité, c'est une superposition. Je vais vous le montrer juste après. Ici, vous avez la même chose. En Allemagne, j'ai mis cette fois production éolienne et solaire, les deux. Donc vous voyez, le nuage de points est également extrêmement explicite. Ce que vous voyez, c'est que plus la production éolienne et solaire horaire est importante, et plus le prix de marché est bas. Et du reste, Alpic l'a appris à ses dépens en Suisse. Alors voilà la question du foisonnement. Non, pardon, ça c'est la question des exportations. Ici, j'ai fait un deuxième graphique qui vous donne la production éolienne heure par heure et les exportations allemandes heure par heure. Ce que vous voyez là aussi sur ce graphique, c'est que plus la production éolienne est élevée et plus les exportations horaires sont élevées. Une autre manière de dire la même chose, c'est que en fait, quand le vent souffle, l'Allemagne exporte de manière fatale. Alors c'est intéressant de garder ça en tête parce que justement, ce que je vais vous montrer juste après, c'est qu'il n'y a pas de foisonnement au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une dépression en Europe, il y a du vent chez un peu tout le monde, et quand il y a un anticyclone, il y a du vent chez personne. Et alors ça se matérialise sur le graphique que je vous montre maintenant, où vous avez heure par heure le facteur de charge du parc éolien allemand, c'est-à-dire à quelle part de sa puissance installée il produit, et pour la même heure, le facteur de charge du parc éolien français. C'est-à-dire quelle est la puissance réelle par rapport à la puissance installée. Et ce qu'on voit, c'est que les moments où il n'y a vraiment pas beaucoup de vent en Allemagne, donc vous êtes à une faible fraction du parc, enfin la puissance réelle est une faible fraction de la puissance installée, vous voyez que c'est pile à ce moment-là qu'il n'y a pas beaucoup de vent non plus en France. Donc l'idée qu'on va pouvoir compter sur le vent des voisins quand on n'en a pas chez nous, moi je ne parierais pas mon propre argent là-dessus. Donc je veux bien que les gens qui disent que c'est possible parient leur propre argent là-dessus. Je veux bien prendre les paris. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'au moment où on a beaucoup de vent, ah, il faut que je coupe le mien. Pardon, ouais, ça y est, ça marche. C'est mieux. Oui, il me semblait. En fait, il faut qu'on regarde une diagonale. J'arrive pas bien à comprendre ce qui représente le. Je me dis, il devrait y avoir deux couleurs de points en fait pour l'Allemagne et pour la France. Ou est-ce que c'est au-dessus de la. Je comprends pas le. C'est pour chaque heure. Il y a 8760 heures dans l'année. Chaque point représente une heure. Et pour cette heure-là, j'ai regardé la puissance réelle du parc français en pourcentage de la puissance installée. Et au même moment, la puissance réelle du parc allemand en pourcentage de la puissance installée. Et si vous aviez un effet qui est, quand il n'y a pas de vent chez nous, il y en a chez les voisins, en fait, ces points, ils devraient être organisés le long d'une ligne qui va de là à là, en gros. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup de vent chez nous, il n'y en a pas chez eux. Quand il y a beaucoup de vent chez eux, il n'y en a pas chez nous. Et l'ensemble des deux est toujours à peu près équilibré. D'accord ? Ça, c'est un vrai foisonnement. C'est un vrai foisonnement. C'est-à-dire, il y a toujours du vent quelque part, pas au même endroit. Et évidemment, tous les points, toute la ligne occupe tout l'espace entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a toutes les situations intermédiaires où vous avez un peu de vent chez les uns, beaucoup de vent chez les autres, etc. À ce moment, effectivement, vous bâtissez les interconnexions qui vont bien et vous vous retrouvez avec l'ensemble du parc franco-allemand avec quelque chose qui, en gros, est garanti. Là, ce que vous voyez, c'est qu'au moment où il n'y a pas de vent chez les uns, il n'y a pas de vent non plus chez les autres. Donc vous ne pouvez pas vous dire, au moment où il n'y a pas de vent chez moi, il y a de la puissance garantie chez les voisins. À ce moment-là, il n'y en a pas chez les voisins. Je fais l'avocat du diable. Vous le faites uniquement sur la France et l'Allemagne. Je l'ai fait sur France-Espagne, je l'ai fait sur... Oui, mais toujours en bilatéral. Oui, je l'ai aussi fait sur Espagne-Allemagne. Mais est-ce qu'on l'a fait, parce qu'il faudrait peut-être le faire sur une dizaine de pays en même temps. Oui, alors ça a été fait aussi. Je ne vous ai pas amené la courbe aujourd'hui, mais je peux vous l'envoyer, ça vous donne le même résultat. L'ensemble des éoliennes européennes peut descendre en dessous, l'ensemble, de 5% de la puissance installée en Europe. Ils ont besoin de ce graphique multiple pour expliquer si on doit critiquer le foisonnement ou je vais vous l'envoyer. C'est une donnée d'observation. Donc ça, oui, voilà. Avec les références. Oui, je peux vous envoyer ça. Voilà, justement, ça apparaissait. Vous voyez, s'il y avait foisonnement, en fait, les points devraient être le long d'une diagonale. Ils devraient être dans cette partie-là il ne devrait pas sortir de cette partie-là du graphique.
que vous avez fait la même chose avec éolien et solaire pour voir si là il y a foisonnement entre les deux types d'énergie? Foisonnement entre éolien et solaire, parce que vous avez plutôt plus d'éolien l'hiver et plutôt plus de solaire l'été. Mais vous allez quand même retrouver des tendances lourdes qui sont de cette nature. Le solaire, c'est pareil, hein, quand il est minuit, Dr Schweitzer, il est minuit partout en Europe au même moment ou presque, et quand il est midi partout en Europe au même moment ou presque. Donc c'est pareil, la production solaire, elle arrive chez tout le monde au même moment, en gros. Hein. Voilà, bah voilà, je vous en avais d'autres là. Donc ici, vous avez entre la France et l'Espagne, donc ça c'est, vous voyez, France-Allemagne, France-Espagne. Vous voyez qu'on est encore dans le même genre de schéma. Ici, vous avez France, UK, Grande-Bretagne. Vous voyez, les points ont tendance à se concentrer en bas à gauche, dans tous les cas de figure. Et ici, vous avez les deux régimes les plus décorrélés qu'on ait en Europe, c'est-à-dire Espagne et Allemagne. Alors, vous voyez que là, c'est déjà significativement plus décorrélé. C'est-à-dire qu'il y a toute une plage ici. Je vais y arriver. Toute une plage là, où en gros la force du vent en Allemagne ne dépend pas de la force du vent en Espagne, mais vous n'êtes quand même pas organisé le long d'une ligne qui irait de là vers là. Hein, même en prenant un régime de vent très au nord et un régime de vent très au sud. Voilà. Donc l'idée est que, et puis par ailleurs, pour qu'on profite à plein du foisonnement en Europe, il faudrait quand même tirer quelques centaines de gigawatts de lignes d'interconnexion qui aillent de l'Espagne jusqu'en Finlande. Je ne suis pas complètement sûr que c'est demain matin qu'on va y arriver. Or, je rappelle que maintenant que la France est engagée dans la neutralité, nous avons 40 ou 50 ans, disent les textes officiels, pour réduire les gaz à effet de serre à zéro. 40 à 50 ans, en s'y prenant bien, c'est le temps qu'il faut pour construire 10% des capacités d'interconnexion qu'il faut et 10% des éoliennes qu'il faut pour arriver à avoir quelque chose qui s'approche de la consommation électrique actuelle avec juste ce genre de moyens. Donc, pas complètement sûr qu'on va y arriver. Et je vais finir par une petite règle de 3 qui vous donne un ordre de grandeur des différences d'investissement entre un système, alors c'est caricatural, mais moi j'aime bien les ordres de grandeur, enfin les trucs un peu caricaturaux, parce que ça permet d'approcher les règles de 3, ça permet d'approcher les ordres de grandeur. Donc je prends un système que j'appelle 100% nucléaire et un système que j'appelle 100% éolien. D'aucuns me font remarquer qu'en France, les barrages concourent à la flexibilité, ce qui est vrai, mais aujourd'hui le nucléaire sait le faire aussi. Le nucléaire sait faire du suivi de charge. On sait, avec le nucléaire, baisser la puissance d'un réacteur de 80% en 30 minutes. Donc le nucléaire français, c'est pas vrai pour toutes les centrales dans le monde, le nucléaire français sait faire de la variation de charge à la même vitesse qu'une centrale à gaz. Ça dégrade pas sa rentabilité? Alors ça dégrade un peu sa rentabilité évidemment, parce que du coup le facteur de charge moyen va baisser. C'est absolument évident. Cela étant... Ce que je veux dire, c'est que ça, sur la vétusté du matériel... Ah, alors ça accélère aussi un peu la vétusté du matériel, absolument. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs qu'il faut remplacer un peu plus souvent. Voilà. Il n'empêche que comme le nucléaire reste une énergie pilotable, même un nucléaire un peu plus cher parce qu'on lui fait faire du suivi de charge, ça reste quand même moins cher, ce que je vais vous montrer, que de l'éolien et du solaire auquel il faut mettre du stockage. Alors, je commence. Le facteur de charge d'un nucléaire qui fait du suivi saisonnier, parce que c'est le cas aujourd'hui, hein, le nucléaire fait de la semi-base en France, il est de l'ordre de 70%, 80 les bonnes années. L'éolien, ça se balade aux alentours de 20, alors avec l'offshore, ça sera peut-être 25, mais l'offshore est beaucoup plus cher, on en reparlera peut-être après. Donc aujourd'hui, l'éolien terrestre, on est plutôt aux alentours de 20 en France. Ce qui veut dire que à consommation finale identique, je dois investir dans 4 fois plus de puissance, ou 3 fois plus de puissance si j'ai de l'éolien, que si j'ai du nucléaire. Puisque la puissance moyenne, j'ai envie de dire, du dispositif, elle est 3 fois plus faible. Ensuite, la durée de vie, c'est pas la même. Les éoliennes sont données pour 20, admettons que ce soit 30. La durée de vie du nucléaire est donnée pour 60. Donc j'ai un facteur 2 qui se balade, éventuellement 3. Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, toutes les centrales ont été autorisées pour 60 ans. Il y a un certain nombre d'exploitants qui commencent à demander des autorisations pour 80. Alors, ce n'est pas le même régime qu'en France, cela étant, mais bon. Donc là, il faut, sur une période donnée, remettre au pot une deuxième fois si on a de l'éolien. Donc ça veut dire que les investissements, il faut les renouveler au bout de 30 ans. Hein, voilà.
Après, il n'y a pas d'adaptation réseau à faire si on reste en nucléaire, alors que si on met des éoliennes partout, il faut faire des raccordements partout. Alors, le coût de ces raccordements n'est pas proportionnel à la puissance installée, il croît plus vite que la puissance installée. Parce qu'au début, en fait, on peut adapter le réseau existant est fait de tuyaux qui ont des grosses capacités. Donc les branchements, c'est juste les branchements, etc. Mais à un moment, quand on commence à... Si on doit passer en tout éolien, aujourd'hui on a 100 gigawatts de puissance sur le réseau, on doit devoir passer à une puissance installée qui va se balader aux alentours de 4 ou 500 gigawatts. Donc le réseau n'est pas dimensionné pour ça. Et donc là, il va falloir upgrader le réseau. Et ça va évidemment engendrer des coûts. Donc moi j'ai dit, allez, on rajoute 50%. Après, il va falloir stocker. Alors là, j'ai pris une hypothèse qui est que je pompe l'eau du Léman pour noyer les vallées des Alpes qui sont au-dessus. Je fais des grands barrages réversibles. Donc ça va faire beaucoup plaisir à nos amis du génie civil. C'est ce qui coûte le moins cher, hein. Si je fais sur batterie, c'est un ordre de grandeur au-dessus par rapport... donc on multiplie par 5 à 10 par rapport à du stockage en barrage réversible. C'est beaucoup plus J'ai cher. pas compris votre 10% nucléaire là. C'est 10% du coût du. Non, on doit stocker, on a même avec un système 100% nucléaire, on doit quand même stocker un peu parce qu'il y a quand même des variations de charge, etc. Donc il faut quand même mettre quelques steps, quoi. Alors qu'en éolien, il va falloir stocker en moyenne sur l'année 50% de la production. C'est-à-dire qu'il y a 1 kWh sur 2 qui sort d'une éolienne qu'on va devoir stocker. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est que quand vous stockez, vous perdez 30 à 40% de ce que vous avez stocké. Parce qu'il faut faire transiter l'électricité dans le réseau de l'éolienne jusqu'à la station de pompage. Là, on perd 5%. Ensuite, il faut pomper l'eau de bas en haut. Là, vous perdez 20 ou 25%. Ensuite, il faut la returbiner dans l'autre sens. Là, vous perdez 10%. Et après, il faut la retransporter dans le réseau dans l'autre sens. Donc, par rapport à une centrale pilotable, si vous avez besoin de stocker l'électricité, vous allez perdre 30 à 40% au passage. Ce qui veut dire qu'il faut encore surdimensionner le parc de 30 à 40% pour la partie qu'on va devoir stocker. Il faut rajouter ces éoliennes-là, qui ne servent que à produire l'électricité qui est perdue pendant le stockage. Et puis vous devez construire les stations de pompage. Donc il faut construire les barrages réversibles, donc il faut négocier avec les Suisses qu'on pompe l'eau du Léman et qu'on met ça dans des vallées juste au-dessus, et négocier avec les riverains qu'on va noyer les vallées juste au-dessus. Alors quand on voit ce que donne le barrage de Sivins, je n'ai même pas mis le coût des compagnies de CRS là-dedans. Voilà. Par contre, la puissance installée en éolien vous coûte moins cher. Elle vous coûte 1000 à 1500 euros du kilowatt installé. Enfin, en offshore, ça va vous coûter un bras. Alors que le nucléaire, trop cher aujourd'hui, coûte 6. De série optimisée coûtera 3. Voilà, je mets quelque part entre 3 et 5. Donc là, on gagne un facteur 2 à 4 en faveur de l'éolien. Il n'empêche que si vous faites la somme des facteurs multiplicatifs et diviseurs de part et d'autre, ça veut dire que dans le meilleur cas de figure, on arrive à... ça ne suit plus à l'écran, je ne sais pas ce qui se passe. Dans le meilleur cas de figure, on arrive à un surplus de 5. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans le meilleur cas de figure, un système éolien plus stockage vous coûte 5 fois plus cher qu'un système nucléaire. Et dans le pire des cas de figure, il vous coûte 30 fois plus cher. Ou plus exactement, il demande 30 fois plus d'investissement. Donc là où la reconstitution à neuf du... 5 fois plus d'investissement. 5 fois plus d'investissement. Donc là où la reconstruction à neuf du système nucléaire français, même avec un nucléaire cher, va vous coûter 250 milliards d'euros, dans le meilleur des cas de figure, un système éolien plus stockage vous en coûte 1500, et dans le pire des cas de figure, il vous en coûte 10 000 milliards d'euros. Je ne suis pas complètement sûr qu'on ait cet argent. Alors si je fais les mêmes règles de... Non, mais si je fais les mêmes règles de 3 avec le solaire, j'arrive au même multiple à la fin. C'est même encore un peu plus défavorable au solaire. On est plutôt entre 10 et 40 en facteur multiplicatif. Donc c'est une autre façon de dire que contrairement... Il faut que je réappuie là-dessus ou... Ah non, c'est bon, pardon. Ah oui, excusez-moi, donc ça avait disparu. Donc ça veut dire que contrairement à une idée qu'on pense souvent, dans l'électricité, le nucléaire est une solution du pauvre et pas une solution du riche. Et la raison pour laquelle on accrédite l'idée que le nucléaire est une solution du riche, c'est parce qu'on passe son temps à comparer des choux et des carottes
c'est-à-dire une électricité pilotable avec une électricité pas pilotable. Mais si on remet sur un pied d'égalité les services rendus, à ce moment, on se rend compte que d'avoir des moyens comme l'éolien et le solaire, ça amène à considérablement plus d'investissements pour la même quantité d'électricité produite à l'arrivée que d'avoir du nucléaire. Voilà. D'où effectivement la question qui est, est-ce qu'on a tout cet argent ? Ah pardon. Et le coût environnemental, vous l'avez évalué? Le coût environnemental, il ne s'évalue pas d'abord en euros, il s'évalue nuisance par nuisance. Alors je propose de laisser ça pour le débat après, parce que là j'ai presque fini mon... Et je voulais finir par l'exemple de l'Allemagne. Vous avez ici l'évolution des capacités installées en éolien et en solaire en Allemagne. Donc vous voyez qu'ils étaient à pas grand-chose dans les années 2000. Ils sont aujourd'hui au-delà de 100 gigawatts de puissance éolienne et solaire installée. Donc si le raisonnement tenu en France, qui consiste à dire ça va chasser du nucléaire et des capacités pilotables, est avéré, on devrait voir les capacités pilotables allemandes diminuer sur la même période. Ils devraient avoir aujourd'hui, en combiné, moins de charbon, de nucléaire et de gaz et d'hydroélectrique qu'ils n'en avaient en 2002. On est d'accord? Alors, voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'ils en ont la même quantité. Ça n'a pas bougé. C'est un peu monté, un peu descendu, un peu remonté. Enfin, voilà, bon. Ils ont moins de nucléaire et plus de gaz. Par contre, alors, ils n'ont pas diminué leur consommation électrique. Vous avez ici la consommation électrique allemande depuis 1995. Je n'ai pas les 2 années les plus récentes, mais ça n'a pas beaucoup changé. D'accord? Vous voyez que c'est globalement stable. Et ce que vous voyez là, c'est que les moyens pilotables, donc pétrole, charbon, gaz, hydroélectricité, avaient produit quasiment 500 TWh d'électricité en 2003. Ces mêmes moyens en ont produit moins de 400 en 2019. Donc ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont gardé leurs centrales pilotables, ils ont un peu changé la nature du parc, un peu moins de nucléaire, un peu plus de gaz, et ils les font moins tourner. Le facteur de charge a baissé de plus de 20%. Et comme la loi de Kirchhoff est la même en France, et que la loi de conservation de l'énergie est la même en France, je suis prêt à parier mon argent sur le fait que si en France on développe fortement l'éolien et le solaire, on ne va pas supprimer des capacités nucléaires, on va moins s'en servir. Moi, c'est là-dessus que je parie mon argent. Et du coup, on prend tous les inconvénients d'un seul coup d'un seul, puisque, 1, on dépense de l'argent dans des énergies renouvelables qui ne changent pas les émissions de gaz à effet de serre du pays. 2, on augmente les importations, parce que quand on passe d'un mégawattheure nucléaire à un mégawattheure solaire ou éolien, on passe de 1 euro d'importation par mégawattheure à 20 à 30 euros d'importation par mégawattheure. Donc ça détruit de l'emploi, macroéconomiquement. Hein. Ça en crée dans la filière, mais ça en détruit globalement. Et enfin, la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on augmente le risque nucléaire. C'est quand même ça qui est le truc qui est particulièrement farce, puisque vous allez devoir garder un parc qui gagnera moins d'argent, enfin dont on va moins se servir. Donc, si le prix du mégawattheure reste le même, qui gagnera moins d'argent. Et comme le nucléaire est un système à coût fixe, si vous gardez un système à coût fixe auquel vous donnez moins d'argent, la probabilité pour que les risques soient mieux gérés n'est pas très élevée. Donc, pour moi, pour finir là-dessus, en France, ça n'a strictement aucun intérêt, sur aucun plan, je dis bien aucun plan, de développer les énergies renouvelables électriques. Donc les seules bonnes énergies renouvelables dont on doit s'occuper en France, c'est les énergies renouvelables chaleur. Mais les énergies renouvelables électriques n'ont strictement aucun intérêt dans notre pays. Sauf pour les antinucléaires. Et en fait, c'est la raison historique pour laquelle on s'y est attaqué. C'est parce qu'au moment du Grenelle, dont je me rappelle un tout petit peu, notre ami Sarkozy avait dit on ne touchera pas au nucléaire, et donc les antinucléaires ont dit attends mon coco, on va revenir par la fenêtre. Donc ils ont dit bah on va quand même parler d'énergie renouvelable, ça si vous voulez. Bah donc on va développer l'éolien et le solaire, c'est-à-dire celles qui sont concurrentes du nucléaire. Et c'est comme ça que l'histoire s'est écrite. Et donc on a mis les milliards là-dedans. C'est pas du tout pour une raison climat que ça s'est structuré comme ça à l'époque, c'est parce que ça a été poussé à la roue par les antinucléaires. Et ça a très bien marché. Je vais finir par un petit quiz. Ici, vous avez une courbe qui vous donne la quantité de CO2 émise par kilowattheure d'énergie primaire, donc la totalité du mix énergétique, pas juste l'électricité, en Allemagne. Et comme je suis un peu taquin, je vous ai masqué l'abscisse. Vous ne voyez pas les années en abscisse. Et donc, c'est un truc que j'aime bien montrer aux gens. Et je leur dis, dites-moi de quand date le début de l'Energiewende 2. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans la salle est prêt à parier un café, une bouteille de vin, un repas au restaurant, etc.
me dit c'est là, en me mettant le doigt sur la courbe. Bon, la réponse, c'est que ça date du début de la flèche et que c'est invisible sur la tendance. Dit autrement, ce que les Allemands ont fait ne change pas la tendance sur la décarbonation qui était déjà à l'œuvre, lente, mais qui était déjà à l'œuvre, de leur mix énergétique primaire. Par contre, cette blague leur a même coûté, alors eux ils s'en fichent parce qu'ils ont 10% de solde exportateur sur PIB, donc s'ils ont envie de ce genre de plaisanterie, ils peuvent se le payer, mais ça leur a coûté déjà quelques centaines de milliards d'euros investis. C'est-à-dire que le coût total des investissements qu'ils ont déjà dû consentir, c'est quelques centaines de milliards d'euros. Ils n'ont pas fini de les payer, mais c'est la valeur à neuf de la totalité de ce qu'ils ont installé. En France, pour la même quantité d'argent en euros de 2017, en fait même pour la moitié moins, là j'ai mis la reconstruction à neuf parce que je suis sympa, en 2 fois plus cher, eh bien regardez l'effet que le programme nucléaire a eu sur le contenu carbone du mix énergétique français. Donc sur la totalité de l'énergie qu'on utilise en France. Là, vous voyez clairement un effet discernable. Pourquoi vous dites 300 milliards d'euros investis? C'est le coût du parc? Non, le coût historique c'est de 120, donc en fait j'ai mis le coût de reconstruction à neuf. Parce que si on devait reconstruire... J'ai voulu comparer des choses comparables, donc là j'ai regardé ce que les Allemands avaient investi depuis le début des années 2000, et je me dis si nous on avait dû faire le parc nucléaire depuis le début des années 2000, comme on a rajouté des tas de règles de sûreté dans tous les sens, ça ne nous coûterait pas 100, qui est le coût historique, ça nous coûterait plutôt 250. Mais... Le chiffre de 100, parce que moi j'avais eu un chiffre de la Cour des comptes qui disait 75. C'est l'ordre de grandeur. Bon. J'ai vu d'autres chiffres à 120, enfin peu importe. L'ordre de grandeur c'est 100 quoi. C'est 100, mais ce n'est pas les 1500 à 10 000 dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, le coût historique du parc nucléaire français, c'est 100 milliards d'euros. Et le coût de reconstruction à neuf avec les normes d'aujourd'hui et le coût de l'EPR d'aujourd'hui, etc., même bien fait en série, etc., je le mets plutôt à 200, 250, 300, enfin dans cet ordre-là, quoi. Ah oui, j'avais ça aussi, j'avais l'exemple espagnol. Ici, vous avez l'exemple espagnol où vous voyez qu'en même temps que les Espagnols, depuis 1990, ont construit 25 gigawatts d'éolien, ils ont construit 25 gigawatts de centrales à gaz. Donc en fait, comme ils ne pouvaient pas compter sur l'éolien en puissance pilotable, ils ont construit en même temps l'éolien et le backup pilotable. Ils auraient construit à la place 25 gigawatts de nucléaire, ils auraient moins d'émissions de CO2 aujourd'hui et moins d'importation de gaz. Ah, ils auraient moins d'éolien. Mais ils auraient moins de CO2 et moins d'importation. Donc là, on voit bien, c'est un deuxième exemple après l'Allemagne. Donc l'Allemagne et l'Espagne me conduisent à conclure de manière extrêmement claire que augmenter les énergies non pilotables dans un réseau électrique ne permet pas de baisser de manière significative la capacité pilotable. Alors vous avez grandement dépassé le temps qui vous était imparti. Je suis désolé. Mais je suis un menteur. Je dirais que la responsabilité m'incombe puisque j'ai trouvé votre présentation assez pertinente. Madame le rapporteur. Oui, ça marche. Pardon. Donc en fait, on se rend bien compte que le sujet, c'est finalement, ce qu'on doit traiter, c'est transport et bâtiment pour ce qui est du carbone. Si on veut décarboner, c'est très exactement de ça dont on doit s'occuper. Pardon. Et dans la partie transport-bâtiment, les sujets, alors bâtiment, c'est la chaleur principalement qui est carbonée. Et sur les transports, tout, en gros. Donc la question, c'est quelle solution vous proposez pour le bâtiment et pour le transport pour aller vers une décarbonation. Pour le bâtiment, j'ai quelques idées sur les réseaux de chaleur renouvelable. D'ailleurs, votre slide sur la part des ENR en France mettait tout en bas le solaire thermique. Et je voudrais avoir votre avis sur le solaire thermique et l'intérêt qu'il peut présenter justement puisque ça remplace une énergie carbonée qui est pour le chauffage par une énergie pour le coup solaire qui est complètement décarbonée et a priori dont le coût est assez peu cher. Et voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de cette énergie-là ? Alors d'abord, la première remarque que je vais faire, alors il y a beaucoup de questions, je vais essayer de... je vais commencer par la dernière. Il y a un sujet de convention comptable sur le solaire thermique, parce que dans le solaire thermique, on a coutume de mettre les chauffe-eau solaires et les chauffages intégralement solaires, mais vous pourriez mettre dedans les vérandas orientés au sud,
Vous pourriez mettre dedans les baies vitrées orientées au sud. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sujet comptable sur le solaire thermique qui est un sujet vraiment pas simple. Parce que, en toute bonne logique, si vous créez des ouvertures au sud dans un logement existant, pour pouvoir profiter de la chaleur l'hiver en rajoutant un auvent pour pas crever de chaud l'été, vous avez fait appel à du solaire thermique, c'est absolument pas dans les statistiques. Donc les statistiques sur le solaire thermique sont un tout petit peu trompeuses. C'est en fait juste, encore une fois, les chauffe-eau et le chauffage au titre de l'appoint ou du chauffage central principal. C'est en général quelque chose qui aujourd'hui est assez cher, le solaire thermique. C'est-à-dire quand vous regardez le coût du gaz, qui est l'énergie carbonée concurrente, faut vraiment avoir la foi pour se faire mettre un chauffe-eau solaire thermique. Alors c'est pas vrai dans les DOM. Si vous êtes en Guadeloupe ou en Nouvelle-Calédonie, enfin DOM, dans les territoires d'outre-mer d'une manière générale, là vous pouvez avoir intérêt à mettre un chauffe-eau solaire, puisqu'il y a du soleil en plus souvent dans l'année. Mais en métropole, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne va pas devenir principal dans les marges de manœuvre. Après, si j'essaye de répondre aux deux questions. Alors, dans le bâtiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous répondre en ingénieur et ensuite je vais vous répondre en législateur. En ingénieur, vous avez en gros un premier sujet qui est il faut s'attaquer au parc existant et non pas durcir les réglementations sur le neuf. Le neuf, aujourd'hui, on construit chaque année l'équivalent de 1% du parc de logements existant. Mais ce n'est pas du renouvellement, c'est de l'accroissement. Le renouvellement réel, il est inférieur à 1 pour 1000. C'est-à-dire les bâtiments ou les maisons qu'on détruit pour les remplacer par du neuf, c'est 1 pour 1000. Donc, on ne peut pas compter sur le renouvellement de l'existant par du neuf, dans lequel on aurait mis des normes de performance dures pour régler le problème. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attaquer directement à l'existant. S'attaquer à l'existant, ça veut dire qu'il faut sortir le gaz et le fioul du chauffage. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi les modes concurrents? Alors, vous avez deux manières de faire ça. La première, c'est vous pouvez en sortir tout en gardant du gaz et du fioul, en baissant tout simplement la consommation. À ce moment, vous isolez, c'est le cas classique, ou vous changez l'appareil de chauffage. L'appareil de chauffage est un appareil qui se change au moment où il est cassé. Personne ne change sa chaudière pour le plaisir de changer sa chaudière. Une chaudière se change quand elle est vieille ou cassée. Vous avez éventuellement des gens qui changent l'appareil de chauffage quand ils achètent un logement. C'est-à-dire le truc était vieux et ils considèrent que vieux égale cassé, donc ils le changent à ce moment-là. Mais personne ne va se lever le lundi matin en disant tiens, je vais changer ma chaudière parce que la nouvelle émet moins. Ça n'existe pas, ça. Compris quand le prix du fuel s'envole et que les gens stressent du prix qui s'augmente parce que la facture devient enfin, je veux dire, très lourde pour les ménages sur la question du chauffage. À ce moment, ils font l'une des trois choses suivantes. Ou bien ils habitent à la campagne et ils se chauffent au bois, ou bien ils habitent avec une prise électrique et ils mettent un petit radiant ou un petit radiateur soufflant, ou bien ils se pèlent. Ils mettent un pull, ou deux, ou trois. Mais oui, c'est exactement. Et en fait, une bonne partie des précaires énergétiques dans ce pays sont chauffés au fioul. Je le dis en passant. Donc ça, c'est dans le bâtiment. Alors, je vais finir ma réponse avec comment est-ce qu'on fait ça. Donc maintenant, je vais vous faire la réponse du législateur. La réponse du législateur, c'est que la rentabilité intrinsèque des économies d'énergie dans le bâtiment est à horizon de temps beaucoup trop long pour que les gens fassent ça pour des raisons strictement économiques. Donc la seule raison pour laquelle ils vont faire ça, c'est si on les oblige. Donc moi, qui suis propriétaire, le législateur doit me dire, vous allez, dans les 30 ans qui viennent, isoler votre toit. On ne vous demande pas si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Vous allez le faire. Voilà. Vous allez me dire, si j'ai une chaudière à fioul, ce qui n'est pas le cas, dans les 3 ans qui viennent, il sera interdit de remplacer la chaudière à fioul par une chaudière à fioul. C'est interdit. Alors qu'est-ce que je peux faire à la place? Je peux remplacer par une pompe à chaleur, accessible n'importe où, parce que dès que j'ai un branchement électrique, je peux mettre une pompe à chaleur. Donc là, je passe du fossile au renouvelable. En plus, c'est du renouvelable bien près de chez moi, parce que c'est la chaleur de mon sol ou la chaleur de mon air. Donc celle-là est parfaitement locale, alors que l'éolienne, elle n'est pas plus locale que le barrage de Serponçon. Elle rentre dans le réseau et elle alimente tout le réseau. Si l'éolien c'était local, les Allemands n'auraient pas besoin de tirer des lignes électriques. Hein. Le fait qu'ils aient besoin de tirer des lignes électriques montre bien que ce n'est pas local.
Alors que la chaleur de la pompe à chaleur est vraiment locale. Je veux dire, quand j'ai une pompe à chaleur, c'est ma chaleur à moi, de mon air à côté là, et de mon sol à moi que je transfère, c'est pas celle du type qui habite à 100 km. Je peux la remplacer si je suis raccordé au gaz et transitoirement par un chauffage à gaz. C'est déjà mieux que le chauffage au fioul, mais idéalement, il faudrait directement remplacer ça par une pompe à chaleur. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit calcul. Vous savez que dans ce pays, on a décidé de se lancer dans l'éolien offshore. L'éolien offshore, aujourd'hui, c'est 25 milliards d'euros d'argent public, c'est-à-dire vos impôts, les miens et ceux des gens qui nous écoutent, qui vont partir dans le financement de ce dispositif, qui a encore moins d'intérêt que l'éolien terrestre. C'est-à-dire s'il y a un truc qu'il faut arrêter tout de suite, c'est bien ça. C'est pas ce qui va se passer, mais s'il y a un truc qu'il faut arrêter tout de suite, c'est l'éolien offshore. Avec les 25 milliards d'euros en question, vous avez de quoi payer 6 000 euros de prime de conversion du fioul à la pompe à chaleur aux 4 millions de ménages français qui sont chauffés au fioul, qui sont souvent des ruraux, souvent précaires et souvent des gilets jaunes, soit dit en passant. 6 000 euros de prime de conversion. Dit autrement, là, vous auriez une subvention aux énergies renouvelables avec laquelle, moi, je vote des 4 mains. Qu'on augmente mon taux d'imposition pour payer ça, je veux bien. Mais qu'on me prélève 1 centime d'impôt pour aller payer l'éolien offshore, c'est un truc de Shadok. Aucun intérêt. Bon. Par quoi d'autre est-ce que vous pouvez remplacer? Par de l'isolation. Donc là, je le dis, il faut obliger, puisqu'il n'y a pas de rentabilité économique évidente, il faut obliger. Alors il y a quelques dispositifs d'obligation qui sont très simples. Par exemple, tous les ravalements de bâtiments qui n'ont pas de caractère architectural, hop, isolation par l'extérieur obligatoire. Parce que le coût principal d'un ravalement, c'est d'échafauder. Une fois que vous avez échafaudé, le coût de l'isolant, c'est 10% du coût de l'opération. Alors ça, par contre, c'est rentable de payer 10% de plus pour les économies d'énergie que ça va générer. Donc le collège de votre gamin, là, du béton des années 70, qui est laid comme pas possible, eh bien, le jour où on fait un ravalement par l'extérieur, crac, isolation par l'extérieur. Terminé. Et c'est obligatoire. On ne vous demande pas si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut s'y prendre dans le bâtiment. Donc il faut décarboner l'appareil de chauffage et embarquer l'isolation dans des gestes que les gens devront faire de toute façon. C'est ça les deux bonnes manières de traiter le bâtiment. Et durcir les obligations sur le neuf n'a strictement aucun intérêt. Aucun. Ça c'est pareil, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. En ce qui concerne les transports, alors les transports, vous avez deux grandes catégories qui sont très différentes. Vous avez la mobilité du quotidien et la mobilité longue distance. La mobilité longue distance est essentiellement une mobilité de loisirs. Vous partez en vacances, vous allez voir votre vieille belle-mère, enfin, quand vous arrivez à convaincre votre mari d'y aller, etc. Donc vous faites des choses qui sont de l'ordre, entre guillemets, du luxe, c'est-à-dire des choses qui sont sympathiques à faire, mais qui ne sont pas essentielles. Alors que dans la mobilité du quotidien, vous avez des choses essentielles, qui sont d'aller au travail, parce que vous n'imaginez pas une seconde que vous n'allez pas vous déplacer pour économiser du pétrole si ça vous évite d'aller au travail, c'est juste pas envisageable. Et vous avez dans le même ordre d'idées l'école, enfin l'enseignement, les courses, enfin voilà, vous avez un certain nombre de choses de cette nature. C'est deux mobilités qui se traitent de manière très différente parce que vous pouvez substituer une partie de la mobilité locale par du vélo, c'est même pas la peine d'imaginer substituer de la mobilité longue distance par du vélo. Donc les manières les marges de manœuvre dépendent énormément de ce type de mobilité. Alors dans la courte distance, les marges de manœuvre au sens large s'appellent rester dans le pétrole mais mutualiser, ça s'appelle les transports en commun et notamment des bus. Ça s'appelle rester dans le collectif mais faire du collectif lourd, donc le ferré. Mais le ferré, souvent, c'est long, c'est pas rentable. Donc en fait, le collectif léger, c'est-à-dire le bus, c'est vraiment le truc, j'ai envie de dire, qui est souvent la réponse pertinente. Vous avez le covoiturage, qui est toujours du collectif au pétrole. Vous doublez ou vous triplez dans la mobilité du quotidien le remplissage des voitures. Et vous avez évidemment le changement de chaîne de traction, donc le passage à l'électricité, etc. Quand vous faites un petit calcul d'ordre de grandeur, vous vous rendez compte qu'il vaut beaucoup mieux, dans un premier temps, investir dans les transports en commun légers, aux frais de la collectivité, hein, c'est-à-dire les bus, le covoiturage, et dans une mesure réglementaire dont je vais vous parler juste après, qui est la consommation des voitures, et dans un deuxième temps seulement, électrifier tout ça.
parce que vous aurez besoin de moins d'électricité et vous aurez surtout besoin de moins de puissance appelée. Parce que le gros problème, quand vous faites les calculs, d'avoir une électrification totale du parc, c'est pas tellement la quantité totale d'électricité que ça va vous consommer sur l'année, c'est les appels de puissance que ça va vous engendrer au pic de charge. C'est-à-dire le 1er août, quand tout le monde va vouloir se recharger la veille en charge rapide pour partir en vacances. Alors là, vous faites péter le réseau. C'est pas dans la courte distance, là? Non, là j'étais dans l'électrification. Pardon. Non, mais vous parliez de la mobilité courte distance, transport Oui, excusez-moi. en commun, covoiturage, Absolument. Alors, changement de ligne de traction. c'était une progressive. incidente. Pardon, c'était une incidente. Je disais juste, si on électrifie toutes les voitures, après les gens vont aussi vouloir s'en servir pour la longue distance. Pardon, j'aurais dû préciser ça. Et à ce moment, si on électrifie le parc de voitures aux conditions actuelles de puissance des voitures, vous risquez d'avoir l'impossibilité physique de se recharger à un certain nombre de moments dans l'année, parce qu'il n'y a juste pas assez. Si j'en reviens, donc la courte distance, vous avez un dernier point qui est essentiel, c'est d'accélérer la vitesse de baisse, enfin d'accélérer, pardon, la vitesse à laquelle on baisse la consommation des véhicules neufs vendus sur le marché. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a un outil européen qui dit presque la même chose, qui sont les émissions de CO2 des voitures. Alors il se trouve que le CO2 qui sort d'une voiture, c'est rien d'autre que le pétrole qui y entre. Donc plus vous durcissez les émissions de CO2 en conditions réelles, et pas en conditions des normes que personne ne rencontre dans la vraie vie, plus vous allez baisser de fait la consommation de pétrole de la voiture. Et là, ce qu'il faudrait idéalement, c'est qu'en 2030, il n'y ait plus une voiture vendue qui dépasse 2 litres au 100 en consommation réelle. Et si ça conduit les gens qui avaient des espaces et des modèles plus gros que ça à ne plus avoir d'espace, tant pis, c'est pas très grave. Il restera des voitures pour la mobilité du quotidien, dans lesquelles vous n'avez pas besoin de rentrer tous les enfants, la grand-mère et le chien. C'est pas très favorable à une politique nataliste, votre recommandation? Alors, la politique nataliste, on va en reparler après. C'est un vrai sujet. Non, c'est un vrai sujet. Il n'existe pas de... il n'existe pas de solution au fait de tenir dans une boîte finie qui passe par le fait que la population soit en expansion indéfinie. Ça ne marche pas. Donc on a un vrai débat à avoir qui aujourd'hui est un débat très difficile, douloureux, sensible. J'ai envie de dire c'est encore plus un bâton merdeux que le nucléaire. Mais on a un vrai débat à avoir aujourd'hui qui est-ce que c'est pertinent dans le monde fini qui est le nôtre de continuer à avoir une politique nataliste? Et ma réponse est non. Sur ceci, parce que... Terminer sur la réponse. C'est une question difficile. Comme il nous reste 28 minutes. Oui, c'est une question difficile, hein, j'en ai parfaitement conscience. Alors juste pour finir là-dessus. Sur la mobilité longue distance, là pour le coup vous avez raccourcir les distances. Vous pouvez toujours partir en vacances, vous allez un peu moins loin. Vous pouvez mixer les moyens de déplacement. Si vous achetez un petit véhicule pour la mobilité du quotidien et que vous avez beaucoup de gens à déplacer au moment des vacances, et ben, au moment des vacances, vous achetez 3 places de train. Ça vous reviendra de toute façon beaucoup moins cher que d'acheter un gros véhicule qui évite l'essentiel de l'année. Sauf le conducteur. De toute façon. Si les gens étaient rationnels dans leurs achats de voitures, ils achèteraient une toute petite voiture et au moment où ils ont besoin de se déplacer à 5, ils enverraient 3 personnes par le train. C'est ça qu'ils feraient. Ils iraient les chercher en train, etc. On peut faire le calcul, hein, l'équation économique, c'est très... Vraiment, il n'y a pas photo. Donc sur la longue distance, je dirais les grands enjeux, alors après je vais venir aux ENR là-dedans, hein, mais les grands enjeux, c'est remplacer l'avion par le train, raccourcir les distances, voilà, en gros. Il y a moins de solutions faciles, hein, c'est évident. Alors les énergies renouvelables là-dedans, eh bien, ou exactement le mix énergétique là-dedans. Tout ce qui consiste à remplacer du pétrole et du gaz par de l'électricité nucléaire, moi, j'aime bien. Donc remplacer du chauffage au fioul et au gaz par des pompes à chaleur, j'aime bien. Remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques quand l'électricité est faite avec du bas carbone et que la fabrication de la batterie, parce que c'est de la métallurgie, hein, la fabrication de la batterie, est faite avec du bas carbone, j'aime bien aussi. Dans le chauffage, il y a une énergie renouvelable qu'on peut utiliser, alors avec parcimonie, parce qu'il ne s'agit pas de couper toutes les forêts françaises, mais c'est la biomasse. Donc le chauffage au bois, ça reste quelque chose qui n'est pas idiot.
Les biocarburants viennent en conflit avec les surfaces agricoles. Et si dans le même temps, on veut rendre l'agriculture française un peu plus extensive, parce qu'on veut utiliser moins d'intrants, moins de phytosanitaires, moins d'engrais, moins de ceci, moins de cela, à isoproduction, on a besoin de plus de surface, pas de moins. Donc là, on a un petit sujet. Si on veut à la fois désintensifier l'agriculture, si je puis me permettre, et avoir plus de surface pour des cultures énergétiques. Là, on a un conflit assez dur. Il y a une énergie renouvelable pas inintéressante qui est le biogaz. Et en fait, l'usage premier du biogaz devrait évidemment pas être de faire de l'électricité, qui est concurrente de l'électricité nucléaire, donc qui a, comme l'éolien et le solaire, aucun intérêt pour moi, mais de faire des carburants pour les engins agricoles. Parce qu'en fait, les premiers intéressés à s'abstraire du pétrole, c'est ceux qui aujourd'hui participent à la chaîne alimentaire. C'est donc le machinisme agricole qui, pour moi, devrait être le premier bénéficiaire du biogaz. On sait faire des gros moteurs à gaz. Hein. Vous avez des fabricants qui aujourd'hui savent faire ça. C'est les mêmes que les moteurs de bus, soit dit en passant. S'il en reste derrière, on peut faire un peu de gaz de réseau pour faire la cuisine. Mais faire du biogaz pour faire de l'électricité au biogaz, pour moi, c'est un truc qui n'a pas de sens. Il vaut beaucoup mieux faire du nucléaire. Et faire du biogaz pour se chauffer, ça a raisonnablement peu de sens. Il vaut beaucoup mieux passer à la pompe à chaleur. Voilà, en gros. Donc si je résume, les énergies renouvelables qui sont vraiment pertinentes pour moi, c'est la pompe à chaleur et de manière raisonnée, ce qui vient de la biomasse. Plus, dans les bâtiments, le solaire thermique dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire les ouvertures au sud, les vérandas, etc. Enfin, ce qui permet d'avoir du chauffage solaire direct. Pas l'hydrogène? L'hydrogène n'est pas une énergie primaire, c'est-à-dire qu'on n'en trouve pas dans la nature, c'est un vecteur comme l'électricité, donc il faut le faire avec autre chose. Aujourd'hui, donc l'hydrogène, ça n'est qu'un moyen de stockage, enfin de conversion et de stockage d'une autre énergie. L'hydrogène aujourd'hui, on sait très bien en faire des grandes quantités parce qu'il y a deux grandes utilisations industrielles de l'hydrogène. La première, c'est la désulfuration des carburants. Donc dans toutes les raffineries des pays occidentaux, vous avez des unités de production d'hydrogène qui sont opérées soit par air liquide, soit, enfin, mises en place soit par air liquide, soit par ses concurrents. Mais c'est de la production d'hydrogène fossile. C'est de l'hydrogène qu'on va chercher dans du méthane, c'est-à-dire dans du gaz naturel. Et en fait, le méthane, c'est CH4, donc un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Et en fait, vous jouez au Lego à l'envers, c'est-à-dire vous cassez le truc, vous récupérez le carbone d'un côté, en fait, vous allez le récupérer sous forme oxydée, CO2, donc ça part dans l'atmosphère, et l'hydrogène de l'autre côté. Et vous faites ça en chauffant, et le chauffage est fait avec une autre partie du gaz naturel. Donc ça émet plein de CO2. Et la deuxième production d'hydrogène importante dans les pays occidentaux, c'est la chimie de l'ammoniac. Donc c'est pareil, on prend l'hydrogène, on l'associe avec l'azote de l'air, on fait de l'ammoniac, et l'ammoniac, c'est le début de la chimie des engrais notamment. Donc on sait très bien faire de l'hydrogène en grande quantité avec du gaz. Ça crache plein de CO2. Bon. Le défi de l'hydrogène, si on veut s'en servir comme vecteur, à ce moment, c'est de le faire avec des énergies sans carbone. Qu'est-ce que vous avez comme énergie sans carbone? Des énergies électriques essentiellement. Donc ça veut dire que l'hydrogène, pour être intéressant, doit être plus intéressant que la chaîne électricité. Puisque le début de l'histoire de l'hydrogène, c'est de l'électricité. Donc il y a des gens qui vous disent, on va faire plein d'éoliennes, du coup on va électrolyser de l'eau quand il y aura du vent et qu'on ne sait pas quoi faire, et ça nous fera de l'hydrogène qu'on va transporter et utiliser. Et moi je vous dis, ça c'est physiquement possible, ça reste beaucoup moins intéressant que d'avoir des centrales nucléaires pilotables, et du coup vous n'avez pas besoin des éoliennes, et vous n'avez pas besoin de faire de l'hydrogène pour stocker l'énergie quand il y a du vent et que vous n'en avez pas besoin. L'ensemble éolien plus stockage d'hydrogène est une variante de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Simplement, vous faites le stockage sous forme d'hydrogène, au lieu de le faire sous forme de barrage réversible. Puisque vous parlez du stockage, toute votre argumentation sur pilotable, non pilotable repose sur l'absence de stockage. Oui. Certaines des personnes que nous avons auditionnées nous ont dit, mais le stockage, ça va venir dans quelques années. Donc, très bien. Avant d'investir dans une industrie nucléaire qui nous engage pour 50 ans, il serait plus intéressant de continuer à investir. Oui, dans les quelques années, on va rien investir du tout parce qu'on va faire le grand carénage. Je ne suis pas sûr qu'on va décider d'une énorme quantité de réacteurs neufs qu'on va construire. Donc si c'est rentable dans quelques années, vous leur dites très bien, on se revoit dans quelques années. À ce moment-là, puisque le stockage coûte rien, on met le stockage à votre charge. Et quand l'éolien stocké vaut 60 € le mégawattheure, on vous en achète. Parce que ça vaut rien, vous allez être d'accord. Ensuite, je ne suis pas complètement sûr qu'ils vont vous dire oui.
vous laisse la responsabilité. Ensuite, vous avez... alors, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que nous avons auditionné pas mal de monde. Vous êtes le premier, on va dire, à faire... Il y a je dirais, toutes sortes de scénarios, de positions, mais vous êtes peut-être le premier à nous décrire, je dirais, de manière aussi claire et catégorique même, je dirais, l'inanité de la stratégie qui est aujourd'hui poursuivie. Pourtant, on a des agences de l'État, dont c'est la spécialité, qui ont été auditionnées et qui nous ont plutôt, on va dire, confortés dans l'idée qu'on allait dans la bonne direction. Donc, moi, je m'interroge, pourquoi est-ce que la CRE... Les personnes en question, c'était qui? Alors, nous avons vu M. Carinco, président de la CRE, nous avons vu RTE avec le président Brotte. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça se fait que, notamment... Et la DGEC. Bon, alors la DGEC, elle est, je dirais, le pilote de la locomotive des énergies renouvelables. Donc ça peut se comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi deux autres organismes comme RTE et la CRE, qui ont une vision assez transversale, je dirais, du sujet, n'aboutissent pas au même diagnostic. RTE disant plutôt, on sait faire, on va pouvoir gérer le foisonnement, l'intermittence, etc. Et la CRE... nous disant, par la voix du président Carinco, alors on ne fait pas des énergies renouvelables pour l'objectif CO2, et en réalité il faut diversifier le nucléaire. Je ne crois pas à l'avenir du nucléaire. Comment expliquez-vous ce hiatus entre votre réflexion académique et la réflexion administrative? Alors d'abord, plusieurs éléments de réponse. D'abord, l'idée que toute diversification est pertinente n'est pas une idée à laquelle je souscris. Si on me coupe une de mes jambes et qu'on la remplace par une jambe de bois, j'ai diversifié mes appuis. Je ne suis pas sûr que ma situation globale se soit améliorée. Donc on peut très bien se diversifier en remplaçant ce qu'on a par moins bien, et à ce moment, on a perdu, on n'a pas gagné. Or, c'est exactement ce que je viens de soutenir pendant 1h30, c'est qu'on s'apprête à remplacer ce qu'on a par moins bien. Donc oui, on diversifie. Mais à l'arrivée, on s'en porte pas mieux. Bon. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous me posez une question difficile parce que je n'ai le choix que entre comment dire, ne prendre aucun risque en disant joker, je ne répondrai pas, donc les gens vous disent ce qu'ils veulent, hein, ou bien contredire ces éminentes personnes sur la base de ce que je crois en savoir. Bon. Alors d'abord, vous n'êtes pas sans ignorer quel était le précédent employeur de M. Brotte. Vous savez où il était, M. Brotte, avant RTE? À ma connaissance, il était député. Oui, il était dans cette maison. Bon. Il était même président de la commission des affaires économiques, qui était en fonction au moment où on a voté la loi de transition énergétique. Bon. Donc que M. Brotte vous explique aujourd'hui que l'objectif de l'article 1 de la loi de transition n'est plus pertinent, demande peut-être à M. Brotte comment dire, enfin, je vois qu'est-ce qu'il a à y gagner? Rien. Ce qu'il a à y perdre, je comprends. Donc, voilà, même s'il le pense, je ne suis pas sûr qu'il vous le dira. La deuxième chose, c'est que RTE, quand vous lisez les documents de RTE, c'est comme les documents de l'ADEME, ce qui est intéressant, c'est les petites lignes. C'est comme les contrats d'assurance, vous savez. Bon. Et c'est justement celle que vous n'allez pas lire. Donc vous allez lire les gros titres de la presse et vous êtes bien placé pour savoir que les gros titres de la presse, c'est ce qu'il y a dans le communiqué de presse. Donc il suffit de bien faire le communiqué de presse et vous avez une presse qui vous dit des choses sympathiques. La question qu'il faut poser à mon avis à ces gens-là, donc je ne sais pas si vous la leur posez, c'est est-ce que vous pariez jusqu'au dernier euro de vos économies à vous que ça peut marcher? Voilà. Moi j'aime bien qu'on pose ce genre de questions, je ne sais pas si vous l'avez posé, et à ce moment, c'est cette réponse-là qui m'intéresse. Bon. Qu'un système puisse marcher, si on a une quantité infinie de milliards devant nous, bien sûr qu'on peut faire un système avec 50% de nucléaire et plein d'éolien. Excusez-moi, les petites lignes de RTE, parce que vous avez ouvert un sujet, on n'a pas vu les petites lignes de RTE, il y a quoi dans les petites lignes de RTE? Ah, alors ce que je dis dans les petites lignes, c'est les hypothèses, c'est les conditions aux limites. Par exemple, la part des importations, il faut aller regarder de très près, parce que je vous ai montré tout à l'heure que si les pays suivent la même évolution que la nôtre, c'est pas sûr qu'ils aient de l'électricité à exporter quand nous on en a besoin. Bon, je ne sais pas si ce bouclage-là a été fait ou pas. D'accord? C'est ça les petites lignes. Donc il faut aller vérifier que ce truc-là a été fait. Bon. Un autre exemple, c'est dans le scénario, alors RTE je ne connais pas très bien, mais dans le scénario 60 et 100% ENR de l'ADEME,
vous avez dans les hypothèses le fait que 60% de la consommation du pays est effaçable. Donc si on vous demande gentiment, vous ne faites pas votre lessive, vous débranchez votre frigo, vous ne prenez pas l'escalier, vous prenez pas l'ascenseur, vous ne prenez pas le train, vous êtes industriel, vous arrêtez les machines, etc. Ça paraît beaucoup quand même. Et ça, sans investissement à la charge du consommateur. Quelques doutes. En tout cas, moi je ne parierais pas mon argent là-dessus. Donc vous avez comme ça des conditions aux limites dans le résultat qui sont des hypothèses, qui sont des trucs qui sont postulés. Mais ce n'est pas parce qu'un truc est une hypothèse que c'est vraisemblable. Vous pouvez postuler une hypothèse qui est totalement invraisemblable. Moi, je peux très bien imaginer ce que je ferais si j'étais capable de voler. Puis je peux écrire un bouquin de 200 pages là-dessus. Mais si je veux transposer ça dans le monde réel, vous êtes en droit de challenger l'hypothèse de départ. Donc là, c'est exactement ça. Vous avez de temps en temps, ce qu'il faut, c'est un long et fastidieux travail de revue des hypothèses ou de revue des conditions aux limites. La presse n'a évidemment absolument pas le temps de faire ça. Absolument pas. Donc voilà. Donc alors encore une fois, moi j'ai pas lu toute la production de tous ces gens-là. J'ai bien regardé le scénario 100% ENR de l'ADEME. Celui-là, je l'ai bien regardé. Pour moi, il n'a aucune espèce de vraisemblance. En fait, il est tautologique. C'est-à-dire qu'ils vous disent en entrée, je suppose que ça vaut pas cher, les ENR, puis je suppose que j'ai pas de coût de réseau significatif, que le consommateur peut s'ajuster aux fluctuations de la production. Et donc en sortie, sans investissement. Et donc en sortie, ça vaut pas cher. Bah oui, c'est pas très difficile de dire des choses comme ça. Je ne crois pas que M. Carinco ait fait de longues études d'électricité sur le plan physique. Je ne crois pas que ce soit ça son parcours. Donc M. Carinco, il va vous dire ce qu'il sait lui. Mais là, moi, je vous ai parlé de physique. Je vous ai pas, enfin, la partie économique découle de la partie physique. Je vous ai pas parlé et je vous ai surtout pas parlé de politique. Je vous ai pas dit parce qu'on a déclaré qu'on allait le faire, on va le faire. Bon. Je vous ai montré quelques évolutions historiques, celles de l'Allemagne et de l'Espagne, qui n'accréditent absolument pas les hypothèses considérées comme vraisemblables que vous pouvez trouver dans certains discours publics français, et notamment le discours public qui consiste à dire qu'on va supprimer de la capacité nucléaire en augmentant les ENR électriques. Ce que j'ai trouvé dans l'évolution observable des pays qui nous entourent, c'est l'exact inverse. Et à chaque fois que je le fais remarquer à des gens que j'ai en face de moi, ils me disent pas, ils me donnent pas d'argumentaire construit sur pourquoi est-ce que nous, on serait plus intelligents que les autres. Je l'ai pas. Donc il existe peut-être, mais pour le moment, je l'ai pas. Marjolaine ? Pardon, alors après, un dernier point. Physiquement, et ça explique peut-être la réponse de Brotte, physiquement, passer à 50% de nucléaire en mettant des éoliennes et des panneaux solaires partout, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème technique. Parce que vous allez avoir toujours vos centrales nucléaires dont vous vous servirez moins souvent. Donc vous n'aurez pas diminué le nombre de centrales, vous aurez juste diminué, enfin ou marginalement, vous allez peut-être faire enfermer une ou deux, mais bon. Vous allez rajouter des éoliennes et des panneaux solaires. À ce niveau-là de rajout d'éoliennes et de panneaux solaires, le réseau, vous êtes capable de le faire monter en puissance pour que ça soit capable d'encaisser le truc. Donc ça, techniquement, ça flotte. Maintenant la question c'est qu'est-ce que ça nous apporte? Et ma réponse c'est rien. Donc, je voudrais vous poser la question de la tendance d'augmentation ou pas des consommations électriques à l'avenir. Parce que donc, si on considère qu'aujourd'hui, on a une consommation telle qu'elle est, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose, si on conserve le nucléaire tel qu'on l'a et qu'éventuellement on fait, qu'on fait ce grand carénage, etc., donc on investit ce qu'il faut pour ça, on garde la structuration existante. Est-ce que dans les années proches, du coup, on sera obligé d'aller quand même compléter ou est-ce qu'on peut s'en sortir autrement? Et si on est obligé de compléter, est-ce que la compétitivité des nouveaux nucléaires seront ou pas compétitifs par rapport aux ENR? Ça, c'est ma première question. Si vous voulez augmenter la puissance garantie, vous serez obligé d'augmenter la puissance pilotable. Donc même si vous mettez des éoliennes, vous serez aussi obligé de mettre autre chose avec. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les Espagnols. Donc c'est pas parce que la consommation électrique augmente qu'on peut s'en sortir juste avec des éoliennes en plus. Parce que si elle augmente avec un besoin garanti de puissance, par exemple les gens ont besoin d'électricité au moment où ils chargent leur voiture
parce qu'on augmente la consommation d'électricité au moment, via l'électrification du transport, vous avez besoin de puissance garantie. Bon. Même chose pour les pompes à chaleur. Vous avez besoin de puissance garantie parce que c'est au moment où la pompe se met en fonctionnement que l'électricité doit être disponible. Ok, donc ça c'est clair, merci, oui, c'est logique. Par ailleurs, du coup, l'augmentation du volume d'électricité consommée, c'est quoi les tendances? Et parce qu'ils avaient parié sur une augmentation de la consommation d'énergie, finalement, elle n'a pas eu lieu. Est-ce que là, du coup, parce que ça a été stable finalement par rapport à ce qui avait été prévu, et là, est-ce qu'on peut considérer que ça ne va plus être stable, ou est-ce qu'au contraire, on peut considérer que ça restera stable? Alors, il me faudrait 1 heure supplémentaire pour vous dire pourquoi je sais à ça que je crois, mais hors électrification des usages, je pense que ça ne va pas augmenter et que ça devrait même légèrement baisser. Et alors, hors électrification des usages, oui. Alors, pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que je pense que, toute chose égale par ailleurs, d'ici à ce que vous mouriez, l'économie française devrait se contracter. Alors, pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que l'économie n'est qu'un vaste système de transformation. C'est une transformation, l'économie. Je transforme des pierres de carrière en béton, je transforme des fibres de coton en vêtements, je transforme des marchandises qui étaient ici en marchandises là, ça s'appelle du transport, etc. Il se trouve que la transformation, par définition en physique, c'est l'énergie. En fait, l'énergie, avant d'être un sujet passionnant de discussion ici, c'est une grandeur physique. C'est justement pour ça que c'est soumis à des lois qui ne dépendent pas de nous. Et en fait, la marque de la transformation en physique, on quantifie la transformation en physique par l'énergie. C'est à ça que ça sert. Du coup, un système économique, et ce qui a fait l'augmentation de la productivité du travail dans les pays occidentaux, c'est pas qu'on s'est mis à avoir 45 bras et 253 jambes, comme Shiva, c'est qu'on s'est adjoint des machines qui travaillent en plus de nous, ou plus exactement à notre place. Donc en fait, la consommation d'énergie, c'est juste augmenter le parc de machines, augmenter la consommation d'énergie. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que l'énergie finale dominante consommée en France, c'est le pétrole, parce que c'est les transports, et les transports, c'est un maillon intermédiaire indispensable de toute la machine économique. Or, il se trouve que l'offre de pétrole disponible pour les Européens, d'ici à ce que vous ayez mon âge et d'ici à ce que vous mouriez, va évoluer comme ça. Donc, en tendance, exactement, donc on aura moins de PIB. Et à partir du moment où on a moins de PIB, là, vous avez des boucles de rétroaction qui rentrent en compte. Les gens, du coup, ont moins de moyens de s'acheter des appareils. Et du coup, une partie des appareils qui consomment de l'électricité, on a moins les moyens de se les offrir. La désindustrialisation, elle est très liée, oui, elle est irréversible au sens du flux énergétique. Entre 1974 et 2007, j'avais regardé ça, le produit industriel français a doublé. Donc il n'y a pas du tout eu de désindustrialisation en France après les chocs pétroliers. Le produit industriel doublé, on fait moins de chaussettes et plus d'Airbus, mais voilà, ça a doublé. Et il se trouve que l'Europe a passé son maximum d'approvisionnement énergétique en 2006, enfin son maximum secondaire. Le premier était au moment des chocs pétroliers. Et depuis 2006, la production industrielle européenne a tendance globalement à décliner, exactement en miroir de la quantité d'énergie qui rentre en Europe. Alors, une autre raison pour laquelle c'est dangereux d'abandonner le nucléaire en pensant qu'on va le remplacer par des énergies renouvelables qui ne seront pas, je vous l'ai montré tout à l'heure, au niveau auquel on les attend parce que la quantité de capitaux à mettre sur la table est beaucoup trop importante, c'est qu'en fait, vous allez lâcher la proie pour l'ombre. Donc, vous allez vous priver d'un approvisionnement énergétique, donc de machines en fonctionnement, donc vous allez contracter le PIB encore plus vite. Donc la contrepartie essentielle de se tromper d'objectif dans l'arbitrage nucléaire-ENR, c'est que vous allez accroître la contraction économique. Alors si c'est ça l'objectif, j'ai rien à dire. Ce qu'on peut dire, c'est ça l'objectif. Après tout. Ce qui me gêne, et jusqu'à maintenant, mon propos essentiel, c'était de vous dire... la seule chose qui me gêne dans tous ces débats, c'est de vouloir le beurre et l'argent du beurre, ou bien d'attribuer à une forme d'énergie, dont je rappelle que c'est une grandeur physique, des caractéristiques physiques qu'elle n'a pas. Voilà, ça me gêne. Après, si les gens disent, moi j'ai bien compris qu'on allait contracter l'économie avec ce qu'on est en train de faire, ça me gêne pas, ça va très bien. Mais est-ce que c'est pas... parce que vous savez que derrière le modèle idéologique des ENR, il y a aussi un modèle politique qui est plutôt un modèle de la décroissance. Alors, pas pour tout le monde. Donc, pas pour tout le monde, mais est-ce que... tout à l'heure, vous avez parlé de la... Pour l'essentiel des promoteurs des ENR que je rencontre, c'est pas du tout le cas. Non, mais l'idée à la base de... Enfin, des ENR électriques, pardon. L'idée à la base de ceux qui étaient défavorables au nucléaire, notamment toute la partie écologiste... Oui, ça on est d'accord. C'est une théorie de la décroissance. Vous avez parlé de la boîte finie.
Donc l'un des arguments justement de l'idéologie écologiste, c'est de dire le monde est fini, il a des limites. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il faut donc moins consommer et donc décroître. Et ça semble un peu perturbant que finalement vous soyez en adhésion avec cette idée de boîte finie, puisque généralement ceux qui combattent cette vision, notamment le malthusianisme démographique, expliquent qu'on est dans un univers infini, dans un monde fini. C'est-à-dire que le végétal, notamment, est infini, qu'il s'autogénère, se reproduit, se développe, et que donc par conséquent, si on estime que demain les algues permettront de faire du biocarburant, il n'y a pas de problème, parce qu'il y aura toujours la ressource. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce débat? Alors, la première chose, c'est que on a tout à l'heure parlé du stockage en disant demain il y aura du stockage, donc il n'y aura pas de problème, etc. Je pense que si on a une gestion prudente de cette affaire-là, on compte sur les forces dont on est sûr, en se disant s'il y a une bonne surprise, je saurai toujours en faire quelque chose. Moi qui suis aussi un petit chef d'entreprise, c'est comme ça que j'ai envie de raisonner dans mon entreprise. C'est-à-dire de prendre un pari et me dire ouais, je vais dépenser tout l'argent que j'ai parce que demain je vais peut-être gagner au loto. J'évite, je préfère me dire je compte sur ce dont je suis sûr, je vais essayer d'avoir un peu mieux. Et puis si j'ai un peu mieux, tant mieux, j'en profiterai, mais si j'ai pas mieux, bah, au moins j'ai pas pris de risque inconsidéré. Donc moi j'ai envie de dire faisons avec les moyens du bord. De toute façon ça ne pose pas, enfin comment dire, on sait quoi faire avec les moyens du bord. J'ai pas besoin d'avoir des progrès majeurs sur le stockage pour remplacer le fioul par des pompes à chaleur, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas. J'ai pas besoin d'avoir des moyens de stockage massifs pour remplacer une partie du gaz par des pompes à chaleur, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas. L'approvisionnement gazier, je vous ai montré tout à l'heure la consommation de gaz de la France, vous avez vu qu'elle a commencé à décliner en 2005. 2005, c'est le moment où la mer du Nord a passé son pic de production. 60% du gaz européen en venait à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est encore 50. La Norvège va passer son pic de production. C'est le dernier grand pays producteur de la mer du Nord qui n'a pas passé son pic. Elle va passer son pic de production dans les années qui viennent. À ce moment, ça va dégringoler encore plus vite. Et donc, il n'y aura pas de plus en plus de gaz en Europe. Il va y en avoir de moins en moins. Donc déjà, les gens aussi qui vous disent il y a le gaz, c'est l'énergie de la transition. Ouais, enfin, voir, parce que c'est pas sûr qu'on en aura de plus en plus. Alors, je suis moi aussi un décroissantiste, pas au sens où ça me fait envie, mais au sens où je dis je vois pas comment on va y échapper. Ce qui est un peu différent. Donc pour moi, il faut gérer à l'économie, parce que ce qu'on va avoir comme moyen, ça va être à l'économie. Et c'est justement pour ça que je suis partisan du nucléaire, parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que c'est un moyen à l'économie quand vous regardez le système complet. Donc je pense que le nucléaire est un amortisseur de la décroissance. C'est comme ça que je vois le système. Et donc si on s'en prive, eh bien, on tombe en se faisant plus mal. Alors justement, c'est ma dernière question. Aujourd'hui, quand vous voyez la transition énergétique, tout à l'heure, vous avez laissé passer, vous avez dit la première chose à faire, ce serait stopper l'éolien offshore, et vous avez dit ça ne sera pas fait. Donc je vois, si vous voulez, une forme de pessimisme dans vos propos. Mais imaginons que cette commission d'enquête puisse effectivement avoir un impact et modifier le cours de l'histoire. Ou pas. Quels sont, après vous, les 3 risques principaux si on continue sur cette lancée? C'est-à-dire que si nous échouons, ou si nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic, ou, pour vous, quels sont les risques majeurs qui pèsent sur l'économie française? Alors, je vais plutôt dire qu'ils pèsent sur la société française, parce que je ne vais pas réduire la France à son économie. Vous voulez absolument me censurer. Je le bâillonne comme le jambon. C'est un complot. Non, alors le risque majeur, c'est de perdre une course contre la montre. La question du changement climatique et la question de la déplétion des énergies fossiles, c'est des courses contre la montre. C'est-à-dire une fois que vous avez passé le pic de production en mer du Nord, année après année, ça diminue. Si vous n'êtes pas capable de vous organiser pour vous contenter de ce qui continue de sortir, eh bien, vous prenez des claques. En ce qui concerne le changement climatique, c'est pareil. Le changement climatique est un processus cumulatif, c'est-à-dire qu'année après année, les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Je rappelle quand même qu'il faut attendre plus de 10 000 ans pour épurer un surplus de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. 10 000 ans, d'accord ? Donc et ça concerne le monde dans son ensemble. Donc les déchets nucléaires, à côté de ça, c'est de la petite bière. Enfin, 10 000 ans de déstabilisation mondiale irréversible. Bon. Donc autre chose, juste dans les éléments scientifiques qu'il faut avoir en tête, il y a de la science assez récente qui a dit que si on dépasse les 2 degrés, qu'on a de très bonnes chances de dépasser, on met en route de manière irréversible la déstabilisation de la calotte antarctique de l'Ouest.
Ce à quoi on ajoute le Groenland qui a de toute façon commencé à fondre. Et on est parti pour avoir, à une échelle de temps qu'on pensait être quelques siècles, il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, on dit on ne sait pas. Il y a des avancées récentes qui disent ça pourrait être plus rapide que ça. On met en route allez, plus de 9 mètres d'eau dans l'océan mondial. Plus de 9 mètres d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bangkok sous l'eau, Shanghai sous l'eau, Dunkerque sous l'eau, Miami sous l'eau, une partie de New York sous l'eau, pardon. Quelques siècles pensait-on, maintenant on ne sait pas. Bon. Bon, non mais... Voilà. Bon, alors, Mont Ventoux est à 1800 mètres. Donc. Bon, donc vous pourrez vous réfugier sur le Mont Ventoux. Après, il suffit de bien choisir les électeurs que vous voulez laisser sous l'eau. Mais donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce avec quoi on est en train de jouer. Bon. Donc cette course-là contre la montre, je considère qu'il faut faire feu de tout bois, sans mauvais jeu de mots, pour être capable de la gagner. Et là-dedans, quand je mets en balance le nucléaire avec les risques du changement climatique ou de la déstabilisation sociale qui va venir d'une économie qui se contractera trop vite alors que les gens ne comprennent pas d'où ça sort, il n'y a juste pas photo pour moi. Je veux dire, on n'est pas du tout en train de parler des mêmes échelles. Donc moi, j'ai un peu la trouille pour mes gosses avec ce qui vient des combustibles fossiles et du changement climatique, des échelles nucléaires. Je m'en fous comme de l'an 40 pour mes gosses. Vraiment pas un sujet qui m'empêche de dormir. Pardon de ce langage un peu cru, mais je veux dire, c'est bon. Donc, pour en revenir à ce que je disais, le risque majeur, c'est de perdre une course contre la montre. Alors, combien on a mis dans cette course contre la montre aujourd'hui qu'on est en train de perdre? Vous connaissez les chiffres comme moi, éolien offshore inclus, on est à 150 milliards. Le compteur s'est arrêté à 150 à fin 2018. C'est-à-dire, il y a les 121 de la Cour des comptes, plus les 25 de l'offshore. Donc, en ordre de grandeur... Non, parce que dans le chiffre de la Cour des comptes, on prenait en compte l'offshore à 40 milliards. Donc en fait, c'est plutôt 100 milliards d'euros. Alors mettons 100. Chiffre actualisé. Peu importe. Plus les 37 qu'on veut mettre dans le cadre de la PPE. Bon, donc on est quand même à 140. On sera, ouais. Bon, non mais donc, hors de grandeur est bon. Entre 100 et 150, peu importe. Avec cet argent-là, j'aurais pu payer une pompe à chaleur. Ça, vous l'avez déjà dit. Non. 6 000 euros. Ah non. Non, là, la totalité de la pompe, à 10 à 15 millions de ménages français. Ah oui, pardon. Donc là, je sortais la totalité du fuel et les 2/3 du gaz. Donc là, j'avais gagné une partie de ma course contre la montre. J'avais évité 15% des importations de pétrole. Donc selon les années, de 3 à 6 milliards d'euros, voire même 9. J'avais évité la moitié de mes importations de gaz. Donc macroéconomiquement, là, je crée de l'emploi, puisque j'évite des importations, donc je récupère du PIB. J'avais évité du CO2. Donc l'arbitrage qu'on est en train de faire nous prive d'une chance, qui est celle d'arriver à faire ça. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Eh bien, comme le gaz et le pétrole qui rentrent en Europe vont continuer à décliner, eh bien, vous aurez de moins en moins d'énergie de chauffage de toute façon, qui aura été remplacée par rien. Vous aurez de moins en moins de transport de toute façon, qui aura été remplacé par rien. Vous aurez la tentation de recourir aux énergies fossiles là où il y en a pour construire des dispositifs de production électrique quand vous verrez que les renouvelables, ça ne marche pas. Donc nous, on n'est pas trop concernés parce qu'on importe tout. Mais les Allemands, qui ont plein de charbon, peuvent très bien rajouter des unités à charbon. Les Polonais aussi. Et C'est un combat global, donc du coup, quelque part, non, juste des prénoms, mais est-ce que la France a quelque chose? oui, la France a quelque chose à y gagner parce que la France important tout. De toute façon, même si vous ne croyez pas au changement climatique, à partir du moment où vous savez que la zone va être de plus en plus contrainte sur les énergies fossiles, vous avez intérêt à vous en débarrasser le plus vite possible, de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas gagner le combat contre le CO2. Alors, le combat contre le CO2, on ne le gagnera jamais tout seul. Non, on ne le gagnera jamais tout seul. Mais, je vais mettre 2 codicils importants. D'abord, la France n'est pas encore, pour le moment, un pays totalement inaudible en Europe. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre combat. Aujourd'hui, notre combat en Europe, c'est le déficit budgétaire. Moi, ça m'intéresse moins que le changement climatique. J'ai aussi un peu moins peur pour mes enfants à cause du déficit budgétaire. Bon. Si les gens de ma génération doivent être tondus parce qu'on ne rembourse pas la dette, ben so be it, on sera tondus et puis voilà. C'est moins grave que le changement climatique. C'est grave, mais moins grave que le changement climatique. Donc, donc on peut très bien, en Europe, décider que cette histoire de lutte contre les émissions de CO2 et de diminution de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles, c'est la colonne vertébrale du renouveau européen.
Moi, je suis très favorable à cette idée, parce que d'abord, un projet, ça s'incarne autour d'un objet, ça ne s'incarne pas autour... Si vous allez parler aux gens qui vous entourent, la prochaine fois que vous passez dans un self-service, vous demandez aux gens qui préparent la nourriture de l'autre côté en disant est-ce que ça vous excite qu'on ait 3% de déficit budgétaire. Les gens vont vous dire c'est un projet pour la France, ça ne me dit pas trop ce que c'est, quoi. Bon. Oui. Donc je pense que c'est un projet qui serait intéressant. Par ailleurs, les gens fonctionnent par mimétisme. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Donc l'idée qu'on dise, nous, on va commencer à faire des choses intelligentes et personne ne va nous imiter, j'y crois pas. Et du reste, dans mon univers professionnel, on a fait un truc qui est très très loin d'être suffisant, mais qui est un bon début, qui est l'article 173 de la loi de transition, sur l'empreinte carbone, etc. Il y a plein de pays qui sont en train de nous imiter. Donc l'idée que si nous, on fait des trucs intelligents, on va rester seul dans notre coin, je n'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Jancovici, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour cette très riche présentation. Voilà, et nous allons immédiatement faire le transfert pour passer à la 3e audition de la journée.